Oui, donc contrairement à ce qui était présenté dans le livre, je ne suis pas professeur de physique, même si j'en ai la formation. Je travaille à l'RTBF et voilà, je suis simplement là pour un petit peu parler de l'astrophoto planétaire que j'ai commencé il y a 1 an et demi d'ici, et plus particulièrement avec le nouveau matériel que j'ai pu acquérir à ce moment-là. Alors, les choses que je voulais déjà vous montrer, c'est les débuts en imagerie amateur. L'astronomie planétaire n'est pas si vieille que ça. En fait, on peut citer un des pionniers qui est Gérard Thérin, qui est un Français et qui a commencé dans les années fin des années 80, début des années 90 avec un fameux Schmidt-Cassegrain C8, hein, donc c'est un télescope de 200 mm de diamètre, toujours connu maintenant, il a un peu évolué mais c'est toujours le même. Et un autre Takashi Schmidt-Cassegrain 225 mm, il a pu faire ce type de photo-là. Et on voit que, ma foi, c'est pas évident du tout de pouvoir capturer des détails sur les planètes, mais pour l'époque, c'était absolument incroyable. En fait, à l'époque, on avait des images professionnelles qui n'étaient pas très très loin de ça, en fait. Et en fait, ce qu'il lui a fait, c'est développer vraiment les techniques, les bonnes pratiques, on va dire, de l'imagerie amateur. Il faut savoir qu'il filmait sur des films argentiques, donc. Il n'y avait pas de caméra à l'époque, pas de caméra digitale à l'époque. Il devait faire des grossissements abominables, hein. Il était sur un rapport focal sur diamètre de 100, c'est énorme. Donc en gros, il avait une focale de 20 mètres, concrètement pour faire ça. Il devait faire une prise de vue unique. Nous, on s'amuse à faire beaucoup d'images. Là, c'était une prise. Et pendant des temps de pause relativement longs, en tout cas pour les planètes, 1 à 5 secondes. Et ça donnait quand même pas mal de choses. Il y en a qui pensaient à l'époque qu'en fait c'était des faux parce que c'était impossible d'obtenir ça, parce que personne n'y arrivait. Si, il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Un autre astronome amateur actuel qui s'appelle Damian Pitch, en voulant illustrer ici une chose qui est l'évolution de la grande tache rouge de Jupiter, a montré aussi finalement l'évolution de l'imagerie. Ici, il faut savoir que l'image de gauche, c'est une image prise dans fin des années 1800 par l'observatoire Lick. Un autre observatoire professionnel en 61, vous voyez qu'il faisait aussi de l'argentique. Le résultat n'était pas foufou, il n'était pas extraordinaire. En 2003, Damian Pitch lui-même, qui est donc un astronome amateur anglais, avait commencé à utiliser des webcams. C'était le début de l'observation à ce moment-là, et on voyait déjà beaucoup plus de détails grâce aux techniques qui étaient permises par ça. Ce n'est pas tellement le capteur, on verra plus tard, mais c'est vraiment les techniques après de traitement qui suivent. Et vous voyez en 2023 le type de photos qu'il peut avoir maintenant, c'est assez interpellant par rapport à il y a 30 ans finalement. C'est une révolution qui est vraiment due à l'essor des capteurs CMOS, plus particulièrement. Ici, on peut considérer que c'est une des meilleures images amateurs au monde. C'est Marco Lorenzi qui a fait ça. Il habite à Singapour. On est tout près de l'équateur, des tropiques à ce niveau-là. Les planètes se trouvent à près de 80 degrés au-dessus de l'horizon, donc il a un ciel incroyable. En fait, il fait de la photo planétaire avec un Dobson. On pourrait croire au début, il y a beaucoup d'a priori sur les Dobson par rapport à l'imagerie planétaire, mais il y a moyen de les utiliser vraiment très très bien avec un Dobson qui est en fait un télescope de type Newton sur une monture un peu simplifiée entre guillemets. Si on veut aller plus loin, là on passe dans le télescope professionnel. C'est probablement la meilleure image prise depuis la Terre. On voit qu'on n'en est pas loin finalement. Ici, on a des amateurs, ok, tout à droite. Et ça, c'est la meilleure image prise depuis un observateur professionnel. En l'occurrence, le télescope d'1 mètre du pic du Midi. Et c'est pris par des amateurs. C'est un groupe d'amateurs qui a monté une mission scientifique pour pouvoir prendre ça. Si on veut aller au-delà, là, on va passer sur le télescope Hubble, évidemment, c'est autre chose. Ou alors des sondes spatiales qui vont plus loin. En tout cas, ça, c'est pour vous dire un petit peu voilà quoi on peut s'attendre à voir et quelles seraient les limites qu'on a chez nous. Pourquoi est-ce qu'on a des limites? Parce qu'en fait, il y a un enjeu très différent. Quand on prend des photos
d'images du ciel profond qu'on a l'habitude de voir. Ici, la galaxie d'Andromède. Merci à Pierre Van de Ven d'ailleurs de m'avoir permis d'utiliser sa photo. La galaxie d'Andromède, en fait, elle est énorme. Elle fait 3 degrés. 3 degrés angulairement parlant. Je vous rappelle, un tour complet, c'est 360, donc 3 degrés, c'est 360, 1 120e d'un tour complet. Ça, c'est grand quand même, mais c'est pas énorme. Mais c'est également égal à 180 minutes d'arc. Hein, je vous rappelle, on va l'utiliser plusieurs fois dans la démo. Donc, il y a 60 minutes d'arc par degré. Et dans chaque minute d'arc, il y a 60 secondes. On le divise un peu comme les heures et les minutes. Par rapport à ça, la Lune, voilà la taille qu'elle a. Heureusement, elle est très, très faible, évidemment, la galaxie d'Andromède. Donc, on ne la voit pas brillante comme ça dans le ciel. Mais elle a cette étendue-là réellement, l'étendue apparente, tout du moins, à peu près comme ça. Si je prends une autre galaxie, M51, la galaxie du tourbillon, à l'échelle, bah, c'est comme ça qu'on la voit aussi. Donc c'est des objets relativement étendus, hein, vous pouvez comparer avec la Lune. Jupiter, c'est ça. C'est beaucoup plus petit. Si j'agrandis avec la même résolution que l'image de gauche, par exemple, ou l'image juste au-dessus, Jupiter, en fait, on a quelque chose de pas génial. Donc il va falloir mettre en place des techniques pour avoir quelque chose d'un petit peu meilleur que ça. Et en fait, les choses qu'il faut comprendre, c'est d'une part les limites que nous donnent les instruments, savoir comment on doit préparer, comment on doit préparer vraiment son installation, voir la météo, ce qu'on va avoir comme météo, quel vent on va avoir. Et puis alors après, il y a toutes les techniques de prise de vue et avoir le bon matériel qui va avec. Attention à une chose, l'astrophoto planétaire, c'est des règles spécifiques. C'est pas la même chose que l'astro lunaire. Même si ça y ressemble, même si on utilise une partie des techniques d'acquisition qui peuvent être comparables, et je vais montrer des photos que j'ai faites en mode planétaire pour faire du lunaire et du solaire, ça ne donne pas la même chose. Je me suis vraiment concentré sur les planètes et sur la Lune, mais pardon, sur les planètes, mais on va quand même parler de ça. Pareil pour le solaire, hein. On n'a pas les mêmes règles, l'échantillonnage n'est pas le même, on parlera de l'échantillonnage après. On a évidemment, on fait une photo d'un beaucoup plus grand champ et les règles d'addition des images qu'on va utiliser ne sont pas les mêmes. Alors, en fait, on peut faire ça avec n'importe quel instrument. Il y en a juste qui seront meilleurs que d'autres. Ça, c'est une chose à savoir. Mais il n'y a pas que l'instrument qui va jouer. On a le pouvoir séparateur du télescope qu'on va voir. On va aborder tous ces points-là. La météo, la mise en place, la turbulence interne, le réglage optique du matériel qu'on a, les accessoires qu'on va y rajouter, etc. La caméra, évidemment. Puis alors, les prises de vue et le traitement qui sont derrière. On va vraiment optimiser toutes ces choses-là. On va commencer déjà par comprendre ce que c'est que le pouvoir séparateur. Le pouvoir séparateur, en fait, c'est lié à... Il faut savoir d'abord ce que c'est la lumière. La lumière, c'est une onde qui est en fait une perturbation, hein, en gros, c'est la propagation d'une perturbation d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Et comme c'est une onde, elle a les propriétés de certaines ondes, de toutes les ondes en fait. Alors, quelques petites définitions, la longueur d'onde, vous voyez ici cette forme d'onde qui est là, vous voyez la petite courbe qui avance, imaginez la longueur d'onde, c'est finalement la distance entre deux points maximum ou minimum de cette onde-là. On parle aussi de fréquence pour une onde, hein, c'est le nombre de fois où les cycles se répètent par seconde. On parle de Hertz pour l'unité de fréquence. Et fatalement, la longueur d'onde, c'est la vitesse multipliée par la fréquence. Simplement, si vous avez une onde qui se propage à un mètre par seconde à une fréquence de 2, c'est 0,5. La longueur d'onde, c'est 0,5 mètres par seconde. Mètres, pardon. Ici, on voit en fait que la lumière, elle est répartie dans un nombre de longueurs d'onde énorme. On va de plusieurs dizaines, centaines de milliers de kilomètres, ici, à des dimensions ridiculement petites, des millionièmes de milliardièmes de millimètres. Et en fait, cette lumière-là, il y a une partie pour laquelle la longueur d'onde, pour une longueur d'onde donnée, entre 400 nanomètres et 700 nanomètres, je rappelle, le nanomètre, c'est un millionième de millimètre, un milliardième de mètre, c'est petit. Vous pouvez retenir ça. Mais entre 400 et 700 nanomètres, en fait, on arrive à voir cette lumière. Notre œil est capable de la voir. Et il va interpréter cette variation de longueur d'onde par une couleur différente. Donc typiquement, dans le bleu, on est à 400 nanomètres environ. Et quand on s'approche de 700 nanomètres,
on est dans le rouge. Si c'est plus long, la longueur d'onde est plus longue, je suis dans les infrarouges ou alors beaucoup plus loin. L'œil ne peut plus le voir, mais parfois les caméras peuvent le voir, ça peut être intéressant. On a aussi des phénomènes de réfraction qu'on va utiliser. La réfraction, c'est quoi? C'est simplement je passe d'un milieu transparent à un autre milieu transparent dans lequel la vitesse de propagation est plus lente. Eh bien, mon front d'onde, il va se décaler. Il va se rapprocher finalement de la perpendiculaire à la séparation entre les deux. Je voulais avoir plus d'explications pour ça, mais déjà ça permet, ce petit dessin permet de voir pourquoi en fait on dévie, parce que simplement, comme il ralentit ici, le front d'onde doit fatalement dévier. C'est exactement ce qu'on utilise dans les lentilles, dans les prismes, évidemment. Ici, vous avez un prisme dans lequel vous pouvez voir que la lumière a dévié. Et en plus, un autre phénomène qu'on voit aussi, c'est la dispersion de la lumière. Il se fait que l'angle de déviation n'est pas le même pour les différentes couleurs. Et ça, on va l'utiliser par la suite. La diffraction, simplement, si vous laissez une porte légèrement ouverte, on entend de l'autre côté parce que le son passe, l'ouverture entre guillemets de la porte devient elle-même une source sonore. Pareil pour la lumière. Chaque point atteint par l'onde devient lui-même une source de lumière et peut créer des interférences. Les interférences, on en a déjà tous entendu parler, c'est simplement l'addition de deux ondes et l'effet qu'elles font. Parfois, quand on a deux ondes qui ont la même fréquence, enfin même quand elles n'ont pas la même fréquence, mais la même fréquence et la même amplitude, on peut avoir des points comme ça où finalement l'onde s'annule. Il n'y a plus d'intensité du tout, ou bien l'intensité augmente. Alors, je voulais faire une petite démonstration par rapport à ça. Désolé, je vais... Voilà. Il y a une petite démo qui est assez intéressante. Voilà. Pour vous montrer un peu en quoi ça va nous intéresser ici. Alors, j'ai pas un bas optique devant moi, je ne peux pas vous le montrer, ça va prendre moins de temps, heureusement. Mais il y a un petit site de l'université de je ne sais plus où exactement, qui permet de faire pas mal de petites démos, en fait. Alors, je ne suis pas au bon endroit, pardon, je vais changer d'endroit. On est ici. Voilà. En fait, ce qui m'intéresse ici, c'est comment va se comporter un rayon de lumière qui passe à travers un trou. Alors, ce qu'on va simuler ici, c'est un laser. Une lumière laser pour info, donc c'est juste une lumière dont les rayons sont tous bien parallèles l'un par rapport à l'autre, d'une longueur d'onde bien définie, c'est pas un mélange de lumière, et en plus polarisé. Donc ça permet de mieux mettre en évidence certains effets ondulatoires, entre autres. Si je fais passer la lumière à travers un trou, ben, l'image que j'obtiens, c'est pas un rond. C'est une figure qu'on appelle une figure de diffraction, dans lequel on voit des interférences, en fait. Ces interférences, c'est quoi? C'est simplement les bords du trou qui sont eux-mêmes finalement émis de la lumière et qui viennent interférer l'un par rapport à l'autre et créer cette figure avec une intensité maximum ici, une intensité minimum, et puis alors des petites vagues au fur et à mesure de moins en moins lumineuses, évidemment. Et alors, ce qu'on remarque, c'est que si on fait varier la longueur d'onde, donc ici, je suis dans le vert. Si je passe dans le bleu, en essayant d'y aller, je remarque que ça diminue, ça devient beaucoup plus petit. Si je passe dans le rouge, ben, elle grandit aussi. Donc, on se rend compte que la figure là, qui s'appelle une tache d'Airy, elle augmente, elle varie en fonction de la longueur d'onde, mais elle ne varie pas qu'en fonction de ça, elle varie aussi en fonction du diamètre. Si je grandis le trou, si j'arrive, je vois ici que clairement, on a une diminution de la taille de la tâche, alors que si évidemment le trou devient beaucoup plus petit, j'ai une tâche qui devient énorme.
Voilà, ça c'est juste simplement pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et on peut, vous me dire, ok, mais ça on peut pas le voir, c'est un peu compliqué. Ben non, c'est pas si compliqué que ça. Ici j'ai un petit laser vert. Ici j'ai un petit laser vert, vous voyez ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, oui, voilà. J'ai essayé, on va essayer, on va voir si ça marche ou pas. J'ai fait un petit trou dans une feuille d'alu. Et en fait, on arrive à voir une figure de diffraction autour. C'est pas parfait, hein, on est d'accord, parce que mon trou n'est pas parfait non plus dans l'alu. C'est fait avec une tête d'épingle, mais on arrive quand même à voir, cet effet-là lié à la diffraction. Alors. Et donc, en fait, ce qu'on apprend, c'est que l'image d'un point, c'est pas un point. Et en fait, plus, comme on l'a dit, comme on l'a vu, hein, plus la longueur d'onde augmente, bah, plus le trou va changer aussi, et il va augmenter avec la longueur d'onde, et il va diminuer avec le diamètre du trou. La formule pour trouver ça, en fait, comment est-ce qu'on le mesure? On le mesure par, non pas par en mètres ou en millimètres, mais en degrés, en minutes ou en secondes d'arc. Ça n'a pas de sens de mesurer en millimètres. Si j'avais été plus loin avec mon laser, évidemment, la tâche aurait été plus grande. Donc c'est l'angle qui compte ici, et l'angle, on va le mesurer entre le point maximum ici et le premier cercle noir. Et c'est cette dimension angulaire-là, l'angle θ, il vaut en fait 1,22 fois la longueur d'onde divisée par le diamètre. C'est tout con. Il faut retenir ça, il n'y a même pas besoin de le retenir. Le principe, c'est de savoir que ça dépend de la longueur d'onde et c'est inversement proportionnel avec le diamètre. Et donc là, on va pouvoir définir des critères. Quand est-ce que j'arrive à distinguer deux points différents? Puisque j'essaie de faire de la haute résolution, d'aller voir des détails. C'est quoi ma limite? Quels sont les détails que je peux voir? Il y a plusieurs critères pour ça. Le premier critère, c'est le critère de Schuster, qui est assez pessimiste, il faut avouer, qui dit c'est simple. Il faut simplement que si j'ai deux taches d'éris, une à côté de l'autre, il faut que leur premier cercle noir autour soit juxtaposé. Et donc, si on additionne les deux figures, on a une figure d'intensité qui ressemble à ça, ici à droite, et on voit bien qu'on arrive très bien à la distinguer. Dans ce cas-là, évidemment, c'est 2,44 fois hein, le lambda sur D, c'est le double de tout à l'heure. Ici, c'est un exemple. Pour un C11, c'est quoi le C11? C'est mon télescope. C'est un Célestron 11 pouces, 280 mm de diamètre. Donc j'avais repris les petits calculs pour le bleu, le vert, le rouge et l'infrarouge, par exemple, où on voit qu'on est un peu en dessous d'une seconde d'arc. C'est la résolution que je pourrais atteindre. Selon ce critère-là. Il y a le critère de Rayleigh, qui lui est plus optimiste. Il dit en fait non, je dois plutôt, on arrivera encore à distinguer deux objets si la distance angulaire entre les deux est égale à, en fait, si le centre de l'un se trouve juxtaposé avec le cercle noir de l'autre. Donc on voit ici dans cette figure-là, je vois bien que le centre ici correspond au minimum de la deuxième figure. Et quand on additionne les deux, on voit qu'il y a encore un creux de luminosité qui permet de distinguer finalement les deux objets. Là, on tombe à 2 fois moins fatalement. Donc on a de l'ordre de 0,4 secondes d'arc dans le bleu, 0,57 dans le rouge, etc. Il y a encore un critère, un calcul approximatif, c'est souvent ce calcul-là qui est utilisé pour connaître la résolution de son télescope. Retenez 120 sur D en millimètres. Si vous faites 120 divisé par D, vous avez la résolution en secondes d'arc, plus ou moins. Il y a un autre critère, encore le critère de Sparrow, qui est moins utilisé, mais qui lui considère qu'ils peuvent encore être plus proches et qu'on peut faire 1,02 fois. Bon, on se dit, ok, c'est bien des critères. Après, on sait qu'il faut essayer d'atteindre ça. Comment est-ce qu'on va y arriver? Ça, c'est une première chose. Maintenant que je connais mon télescope, je sais quelle est ma limite. Il faut savoir quand je peux observer. En fait, chez soi, des conseils tout simples. Il faut privilégier un sol stable et une vue dégagée. Je dis ça de manière un peu ironique parce que chez moi, j'ai pas un sol stable et j'ai pas un ciel et j'ai pas une vue dégagée. Je suis entouré de toits. Il y a les toits autour de moi, c'est au deuxième étage en deux bâtiments, donc c'est pas du tout évident. Et la terrasse est sur pilote, donc c'est pas facile de ne pas être stable, mais je vous le conseille clairement, il faut essayer de privilégier ça. De manière générale, en fait, les obstacles
un arbre au loin, une maison, ça crée de la turbulence, ça crée du vent. Et dès qu'il y a du vent et dès qu'il y a une pression de l'air, il y a une variation finalement de la pression de l'air, je le dis bien. Et donc à ce moment-là, l'indice de réfraction va changer. La manière dont un rayon lumineux va traverser la couche va changer et ça va bouger d'un côté à l'autre et on va avoir de la turbulence. Éviter aussi d'éviter de faire des photos sur une dalle de béton qui a chauffé toute la journée quand on est en été, par exemple, et ce genre de choses. Il y a des outils aussi qui nous permettent de voir un peu ce qui se passe plus haut. Bon, ce qui se passe plus bas, on peut un peu le maîtriser, on peut à la limite observer ailleurs. Ce qui se passe plus haut, c'est plus compliqué. Il y a moyen de prévoir. Déjà la couverture nuageuse, ça c'est une première chose évidemment, mais aussi la qualité du ciel qu'on pourrait avoir. Il y a plusieurs niveaux de turbulence en fait qui nous intéressent. On a parlé de la turbulence locale, ça c'est une chose. On a la turbulence à moyenne altitude. Là, souvent, ça crée dans l'image un mouvement assez, un peu comme si on regardait en fond de rivière une image d'un caillou par exemple. On voit qu'il bouge un peu. C'est encore acceptable. On peut se débrouiller avec ça. Il y a des programmes informatiques après qui vont permettre de remettre tout ça un peu en ordre. En revanche, lorsqu'on a des vents de très haute altitude, les jet streams qui sont à plus de 12 000 mètres, qui sont trop rapides ou qui donc seraient trop turbulents ou trop lents. Parce que quand c'est trop lent, ça peut aussi créer de la turbulence. Il faut vraiment essayer d'avoir un mouvement laminaire, un mouvement où les couches glissent une par rapport à l'autre sans trop de turbulence. S'il y a des turbulences à ce niveau-là, elles se passent tellement haut qu'en fait, ça détruit vraiment les tout fins détails dans l'image. Et là, on peut avoir des sessions où on ne voit rien. On a beau faire ce qu'on veut, on ne voit rien du tout. La mise en place, certains connaissent déjà ça évidemment ici. Moi, j'ai choisi une monture équatoriale, donc une monture où un des axes est parallèle à l'axe polaire, ce qui permet de suivre avec un seul mouvement les planètes, les étoiles évidemment, mais les planètes aussi. L'avantage de ça, c'est que ça évite la rotation de champ. Vous savez que les planètes se lèvent vers l'est plus ou moins et culminent au sud. Mais en plus, si vous voyez un quartier de lune, par exemple, vous voyez qu'il va tourner comme ça dans le champ du ciel. Si votre télescope n'est pas monté sur une monture qui le suit de la même manière, vous allez avoir une rotation. C'est pas trop grave en astronomie planétaire. Il y en a qui font du suivi comme ça avec une monture qu'on appelle azimutale, le trépied classique. Qui monte, qui descend, qui va à gauche, à droite. C'est pas trop grave, mais c'est quand même plus pratique, quand même beaucoup plus pratique. Utiliser un chercheur adapté. Ouais, ça c'est très important. C'est très petit les planètes et parfois on l'a pas dans notre viseur. Donc un chercheur qui ne bouge pas, qui est bien serré au tube, qui est bien réglé, avec un petit réticule. Le réticule, c'est la petite croix qui nous permet de viser bien au milieu, qui est éclairée. C'est vraiment l'idéal. Moi, j'ai trouvé en plus une petite caméra qui est vraiment très sympa. Parce que ça me permet de gagner beaucoup de temps. En planétaire, on essaie de gagner du temps pour tout. Cette caméra-là, elle se monte sur le télescope, elle est reliée à la monture, et en fait, au démarrage, c'est pas moi qui vais faire un alignement, c'est pas moi qui vais faire un alignement, c'est directement le télescope en observant ce qu'il voit dans le ciel. Donc on va lui dire, ok, il est telle heure, on est à tel endroit, je vais me diriger vers telle étoile, et alors la caméra va essayer de voir ce qui se passe dans le ciel. Elle dit, ok, je suis à tel endroit. Elle va faire son alignement, sa mise en station finalement. Donc on a fait de la mise en station polaire d'une part, mais elle fait sa mise en station. Et comme ça, j'ai plus besoin de m'approcher de mon télescope sur les fameuses dalles qui bougent. Donc évidemment, ça c'est important aussi pour la précision. L'avantage aussi de cette petite caméra, elle est vraiment géniale. Ceux qui ne la connaissent pas, c'est que en cours de nuit, parfois, on a une dérive. Le système go-to, comme on appelle ça, donc le fait de dire je veux aller voir tel objet, il est de moins en moins précis. Il suffit de refaire une petite référence comme ça et elle va se recaler, elle va retrouver exactement ce qu'il faut. La turbulence interne. La première fois que j'ai dit à quelqu'un que je connais ici que j'allais me sortir mon télescope pour qu'il prenne l'air, elle a commencé à rire de moi. J'ai dit non, c'est très sérieux, il faut qu'il prenne l'air longtemps avant. En fait, quand le télescope sort d'un milieu d'une température très haute, souvent quand on le stocke chez nous, il a 20, 22 degrés.
Si on image à l'extérieur la nuit, ben, on n'est fatalement pas à la même température. Ben, en fait, à l'intérieur, il commence à se passer des mouvements de convection de l'air qui est à l'intérieur. D'autant plus que j'ai un télescope de Schmidt-Cassegrain, vous montrer comment ça marche. C'est un télescope fermé, il y a une lame à l'intérieur, l'air il sort pas naturellement, pas facilement en tout cas. Et donc il faut du temps pour qu'il se mette à température et je le sors 1 heure, 2 heures avant, souvent la plupart du temps. Voilà l'effet un peu qu'on peut avoir. Vous voyez ici une image, c'est une étoile qu'on a défocalisée. Elle est pas, on est sorti du plan focal. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi ça ressemble à ça. Et bien on voit très bien les veines d'air qui montent, qui montent ici en bas, qui descendent là-bas. Pourquoi? Parce qu'on est en avant de la focale, en arrière de la focale. L'image est renversée. Et donc ça nous aide vraiment par rapport à ça. J'ai aussi un petit ventilateur qui se pousse carrément dans le tube, qui va souffler de l'air à l'intérieur, avec un filtre évidemment pour ne pas amener de la poussière dedans. Et donc ça permet d'accélérer un peu la mise en température. La collimation. Là, je ne vais pas blaguer là-dessus, parce que c'est la chose, probablement, avec la mise en température, c'est la chose la plus importante. Je vous parlais de Gérard Thérin et des règles de base de la photoplanétaire, on est dedans. On est vraiment dedans. La collimation, c'est une des choses les plus importantes. Sans ça, ça ne sert même à rien d'observer, en fait. La collimation, c'est quoi? C'est aligner les axes optiques. Un télescope est composé souvent d'un miroir primaire et d'un miroir secondaire. Quasiment tous, je pense, sauf ceux vraiment ou les astrographes type chambre de Schmidt, par exemple, où là, on a juste le miroir et un capteur. Mais l'alignement entre les deux est vraiment super important. Pourquoi? Parce que ça va vraiment endommager l'image. Il faut le vérifier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça peut être la décollimation, comme on appelle ça, donc le fait que l'alignement entre les miroirs n'est plus tout à fait bon, ça peut être fait parce qu'on l'a transporté, mais transporté à la limite de la table jusqu'à la monture, parce qu'on l'a remis dans ton sac, parce qu'on a pointé d'un objet à l'autre, parce que la température change et qu'il y a des dilatations qui font que les vis ont un peu bougé. Ça peut changer vraiment très très souvent. Et donc il faut passer du temps à s'exercer, 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 pour que le jour où, et ça arrive tout le temps, quand je dois recollimater, il faut que ça aille vite. L'effet de la collimation sur l'image d'une étoile, le voilà. Une étoile avec un télescope bien collimaté, bah, c'est la fameuse tache d'Airy dont on parlait tout à l'heure. Dès qu'on commence à être décollimaté, on commence à voir les figures de diffraction qui se décalent, qui carrément ne sont plus rondes complètement, ne sont plus fermées, ou en tout cas sont au moins irrégulières. Et le résultat sur l'image, à la fin, il est énorme. Et encore, là, je trouve que c'est même pas exagéré. C'est plus que ça parfois. Il faut savoir que la plupart des télescopes qui sont chez vous sont décollimatés, la plupart. C'est comme ça, c'est naturel, c'est vraiment naturel, il faut régler son télescope, et pas qu'un peu. Alors, il y a plein de tutos pour le faire, mais je vais quand même montrer à peu près les techniques que j'utilise pour le Schmidt-Cassegrain. Voilà la face avant de Schmidt-Cassegrain. En fait, il y a 3 vis. Le miroir secondaire, il se trouve à l'intérieur, ici, là derrière, et il y a 3 vis qui vont permettre de faire varier finalement son socle pour essayer de trouver le bon angle. On peut remplacer ces vis par des boutons, des vis-boutons comme ça qu'on manipule à la main. C'est plus pratique clairement qu'un tournevis, mais c'est moins précis, je trouve. C'est un peu moins précis, ça dépend un peu des personnes. Comment ça se passe en fait donc ce que vous voyez ici sur le schéma, c'est que le socle, il est posé sur un axe et il y a 3 vis. Donc ça veut dire que si je serre une vis, si je ne desserre pas les 2 autres, je vais avoir une flexion qui se passe. Donc il faut, si je travaille sur une vis, je dois travailler en sens inverse sur les 2 autres pour ne pas faire fléchir mon miroir secondaire. Parce que ça crée alors ce qu'on appelle du tréfoil, qui est souvent très difficile à avoir. Moi, j'ai toujours un peu de tréfoil, mais bon, voilà. On a parfois l'envie de serrer un peu trop, c'est une mauvaise idée. Le Schmidt-Cassegrain, c'est quoi? Le fameux télescope Schmidt-Cassegrain. C'est une lame de Schmidt en entrée, c'est une lame de verre avec une certaine courbure qui permet de faire une légère correction d'optique. On a un miroir primaire qui est un miroir concave, un miroir convexe qui est le miroir secondaire qui est attaché vraiment à la lame de Schmidt. Ça, c'est le principe du Schmidt-Cassegrain. C'est tout.
Et vous remarquez que le miroir primaire, il est trouvé en son centre. L'image, les rayons lumineux qui viennent d'une étoile, imaginons que l'étoile elle est beaucoup plus loin que là, on peut considérer qu'ils sont tous parallèles, ils arrivent sur la lame comme ça, ils traversent la lame, sauf évidemment au niveau du miroir primaire, c'est bouché, logique. Donc si je fais le résumé du trajet des rayons lumineux, en fait, j'ai des trajets qui ressemblent à ça. Voilà, en gros, le trajet lumineux dans le télescope, je suis 15 grains. Si je place un capteur ici, ouais, là, ok, dans le schéma c'est compliqué, c'est comme si je mettais le capteur à l'intérieur du télescope, c'est pas le cas. Ce que je veux vous dire, c'est avant la focale, avant le moment où tous les rayons lumineux se rejoignent. Si je le place ici, en fait, à quoi ressemble l'image de mon étoile? Ben, au fameux donut qu'on a vu tout à l'heure. À ça, tout simplement parce que ici au milieu, c'est l'ombre du miroir secondaire, pardon, tout simplement. Alors ici, je vais reschématiser et augmenter les angles vraiment pour exagérer, pour mieux illustrer ça. Si mon miroir est bien réglé, voilà à quoi ça ressemble. S'il est décollimaté, en fait, c'est le secondaire qui est décalé par rapport à l'axe optique, et voilà ce qui se passe. En fait, si je mets mon capteur là-bas, je vais voir que mon fameux donut, il n'a plus la même forme. Il y a la lumière qui est concentrée ici et qui est là-bas qui est vraiment étalée. De l'autre côté, évidemment, si je mets mon capteur avant, en extrafocale, au-delà de la focale, bah, l'image est inversée tout simplement. Et donc on se rend très bien compte en voyant ça que si je dois corriger mon optique, mon étoile, elle va aller par là. Et elle va aller exactement par là. Elle va aller dans le sens de la déformation. Et donc c'est ça la technique en fait, c'est de voir une étoile et d'aller dans le sens de la déformation, soit d'un côté, soit de l'autre, et voir ce qui améliore, hein, on verra bien, et pour vraiment améliorer ça. Je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est un peu loin, c'est un peu petit peut-être, donc sinon je détaille un peu plus. Quand je le fais chez moi, je vais passer rapidement à ça. Je fais, donc, on met simplement sa main sur une des vis. On a 3 vis donc, hein, autour à faire. Vous mettez simplement une main devant une vis ou une feuille enfin une fine tige de papier, quelque chose qui permet sur l'image de faire une ombre. Et en fait, vous allez voir, ok, c'est là que j'ai ma déformation, non, c'est l'autre, non, c'est l'autre. Et il y a souvent une vis qui est plus proche que l'autre. Bon, on va commencer à travailler sur cette vis-là, simplement. On va faire une petite correction, et puis on va recentrer, et on va voir à quoi ça correspond. Et on va continuer jusqu'à ce que ça semble être bien concentrique. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller, et c'est là l'erreur que beaucoup font, c'est de s'arrêter là. C'est de s'arrêter au niveau du moment où on peut voir l'ombre, et où on se dit, ok, ouais, ça a l'air centré. Il faut aller jusqu'à complètement focaliser l'étoile et voir la tache d'Erie qui est là, et voir si elle aussi est bien concentrique, si elle fait tout le tour de l'étoile, et s'il n'y a pas d'irrégularité dedans. Et c'est pas simple de voir une étoile comme ça. C'est pas simple du tout. En fait, une étoile, quand on la regarde, ça ressemble à ça. Alors, je vous défie de voir la tache d'Erie, si on vient de la voir. On vient de voir à un moment donné, un petit moment de netteté où on arrive à voir quelque chose. C'est justement ça qu'on va appliquer en imagerie planétaire. C'est le moment où l'image est bonne et on va essayer de le capturer. Mais on va prendre une image de ça et on va additionner simplement les meilleurs dans des logiciels. On va additionner les meilleures vidéos et voilà ce qu'on va obtenir. Une image de l'étoile et on va voir si on peut juger ok, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Bon là en l'occurrence, je l'ai faite quand elle était bonne. Autre chose ici pour illustrer, vous voyez que c'est un capteur couleur avec lequel j'ai fait cette vidéo-là. Le capteur couleur, je peux séparer les couches rouge, bleu et vert. En séparant ça, on voit que l'image, dans l'image même, on voit bien que la tache dans le rouge, elle est plus grande que la tache dans le bleu. Bah oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Plus la longueur d'onde est petite, plus la tache est petite aussi. Alors ici, voilà un exemple de ce qu'on pourrait avoir. Bah là, on voit très bien que la collimation, elle n'est pas bonne. Je n'ai pas quelque chose de continu ici. En fait, l'axe optique, il se trouve toujours dans la direction opposée à l'endroit où on a la lumière qui est encore complète sur le deuxième cercle. Donc en gros, il faut faire la correction par là. Ici, pareil, on a une autre étoile. On voit que l'axe optique doit être par là, je dois corriger par là. Il faut toujours ramener l'étoile vers l'endroit où on a plus de lumière, et puis de moins en moins, et puis alors à chaque fois imager là où il faut. Ça, c'est une règle de base. Quand on a ça en main, normalement,
on va de plus en plus vite et ça peut aller. Des petites astuces pour faire ça, utiliser un filtre rouge. Le rouge est beaucoup moins, enfin beaucoup moins, oui, il est beaucoup moins sensible à la turbulence. Donc ça aide. Ça permet juste d'avoir quelque chose, de voir un petit peu mieux l'image. Commencer sur l'image défocalisée, affiner sur la flèche des riz, je l'ai dit, hein. À fort grossissement, évidemment, on va utiliser une Barlow pour ça. Parce que si on n'utilise pas une Barlow, si j'utilise pas très très gros grossissement, ça ne va pas le faire. La Barlow, on va en parler après. Quand on agit sur une vis, on agit sur les autres en sens inverse, c'est ce que j'avais rappelé aussi. On collimate avec le train optique qui va servir à l'observation. C'est important parce que si on doit rechanger quelque chose après, on va peut-être amener des flexions ou des changements dans l'alignement. On peut dégrossir à l'oculaire, mais il faut finir la caméra. L'œil ne peut pas juger lui-même si ma tâche d'iris est bonne, si j'ai quelque chose de continu, c'est pas possible. On sera bien meilleur à la caméra. Utiliser un réticule logiciel. Le réticule, rappelez-vous, c'est la petite croix rouge là, qui nous permet de repérer le centre. En fait, dans les logiciels de capture où on peut voir l'étoile, en fait, il y a une petite croix qu'on peut faire afficher. Et donc, on l'utilise à chaque fois, on recentre bien l'étoile à ce moment-là et on vérifie à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas la même chose partout dans le champ. La plupart du temps, les champs sont pas... la surface focale n'est pas plate, alors que mon capteur, lui, il est plat. Donc, c'est souvent à un endroit bien précis que la collimation sera bonne. Et donc, on utilise évidemment la région, là où on a fait la collimation, on met la planète. Oui, ça, c'est un petit truc que j'ai fait, que je trouve beaucoup plus facile, c'est plutôt que de dire, OK, mon centre, il est là, il faudrait que j'amène mon étoile là, et puis alors aller avec les vis, essayer de l'amener là. En fait, si mon centre est là, il faut que mon étoile soit là, je vais déplacer avec ma monture mon étoile là. Puis alors après, les vis, je les ramène au centre. C'est plus facile. Ça permet plus facilement de voir où on va. Il y a des logiciels d'aide à la collimation aussi, etc. Et à la fin, on est vraiment sur le quart du huitième de tour de vis. C'est vraiment très très fin comme correction. Trouver la coptique sur le capteur. Ça, c'est intéressant quand on est en cours de session, par exemple, et qu'on se rend compte que, zut, j'ai un problème de collimation. J'ai un problème de collimation, elle est un petit peu décalée, je ne suis pas parfait. Peut-être que mon axe optique, il a un peu bougé. Effectivement, je vois que mon étoile, là, elle est au centre de mon capteur et elle n'est pas parfaitement... Elle pourrait être mieux. En fait, ce que j'ai fait cette nuit-là, j'ai simplement pris une image de l'étoile sur les 4 coins du capteur. Et en fait, si vous voyez bien, on voit vraiment ce qu'on appelle le phénomène de coma. Ce qu'on voit sur le phénomène de coma sur les capteurs, c'est assez classique sur les champs qui ne sont pas corrigés. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque un peu que chaque image semble nous indiquer une direction et qui est en fait la direction de l'axe optique. Et en fait, j'ai mis mon image là, j'ai regardé et c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai pris mon réticule, je l'ai mis à tel endroit et j'ai commencé à l'imager là. Je n'ai pas touché à ma collimation, je le ferai la prochaine fois, je n'ai pas perdu trop de temps par rapport à ça. Vérifier sa collimation sur une image, quand on est en train d'imager, on peut traiter vite fait une image comme ça. Et si on a un satellite dans le champ, on va remarquer, en augmentant les gains, en augmentant le contraste, etc., on va remarquer ici des rebonds qui sont exactement de la même forme que ma tache d'iris, que mon étoile, en fait. Et donc, ça permet vraiment de juger, tiens, ma collimation, elle est bonne ou pas bonne. Rien qu'à une image, parfois, même de planètes toutes simples, on sait voir, là, il y a un problème de collimation. Le miroir du télescope Schmidt-Cassegrain, en fait, la mise au point se fait en avançant et reculant le miroir primaire. Il y a une vis sur le côté qui pousse et qui pousse et qui tire le miroir. Le problème, c'est qu'évidemment, il y a un petit jeu, c'est logique, hein, sinon il serait complètement serré. Il y a un petit jeu qui fait que le miroir, il fait parfois comme ça quand on le pousse et il fait comme ça quand on le descend, quand on le retire. Visuellement, comment on voit ça? On voit que l'étoile, elle bouge un peu quand on va d'un côté ou elle bouge de l'autre. Donc fatalement, l'axe optique bouge. Donc, ce que je fais systématiquement, c'est quand je fais ma mise au point, je termine toujours dans le même sens. Donc, même si je suis allé trop loin, je reviens en arrière et je refais ma mise au point dans le même sens. J'utilise le sens des aiguilles d'une montre, on peut utiliser l'inverse, on s'en fout. L'important, c'est d'avoir toujours la même contrainte sur le miroir. Et ce que je n'ai plus maintenant, grâce à un focuseur électrique, donc j'ai mis
derrière le télescope un élément qui fait avancer, reculer le train optique, qui fait la mise au point. Donc je fais la mise au point très grossière avec le télescope, avec le miroir, et puis après la mise au point fine avec un focuseur électrique. Dans les accessoires, un truc, je l'ai dit, j'ai pas d'action chez eux, mais ça, c'est un truc vraiment très très bien. C'est le porte-oculaire de chez Baader, le Click Lock. C'est, je sais pas si j'en ai un ici. Bref, ça permet de serrer très très bien, très très fermement son trait optique et surtout qui reste bien centré. C'est pas les petites vis dans lesquelles on met les choses qui peuvent induire une dérive pardon, de l'axe du train optique qui est derrière. C'est vraiment un truc vraiment très très bien. Ça coûte peut-être 80 €, je crois, un truc comme ça. Mais ça vaut la peine. La Barlow. En fait, pour capturer ça, il va falloir qu'on grossisse. Il va falloir qu'on ait un grossissement, il va falloir qu'on voit les détails sur mon capteur. Alors, la question est, OK, mais à quel point? Est-ce qu'on va voir les détails? Comment je vais pouvoir calculer ça? On va le voir après, comment on va le calculer, mais ce qui est certain, c'est que la plupart des télescopes n'ont pas le grossissement idéal. Il va falloir grossir un peu plus. Alors, une des méthodes pour grossir, entre guillemets, c'est, bon, je vais mettre un oculaire et je vais mettre ma caméra devant. C'est la projection oculaire, la digiscopie, qui peut être faite avec simplement en mettant un smartphone devant un oculaire. Il y en a même qui montent des caméras planétaires devant un oculaire. J'ai vu avec des résultats pas trop mauvais. Et il y a la lentille de Barlow, qui consiste simplement à modifier le trajet des rayons lumineux pour qu'il soit un petit peu moins convergent et donc simuler une focale plus longue. Moi, j'ai décidé d'utiliser ça, en fait. Une lentille de Barlow, c'est quoi? C'est ça. Voilà. C'est deux petites lentilles, simplement, hein, qui sont ici. Et vous mettez dedans, classiquement, un oculaire pour pouvoir... et là, simplement, il grossit 2 fois plus. Ça, c'est tout simple. C'est tout simple. Et la lentille de Barlow, ici, par exemple, c'est une lentille 2 fois. Elle grossit 2 fois, oui. Mais elle grossit 2 fois quand je mets un oculaire ici. Le problème, c'est que moi, quand je vais faire de l'imagerie, je vais la démonter, cette lentille. Je vais mettre beaucoup d'accessoires, énormément d'accessoires derrière, potentiellement. Et donc, ma caméra, elle va pas être au même endroit. Elle va être potentiellement plus loin. Et une lentille de Barlow, elle a une propriété un petit peu ennuyeuse, c'est que la plupart du temps, elle va avoir un grandissement qui augmente. Donc si je veux faire x2, peut-être qu'à la fin, je vais me retrouver avec x2,5, x2,8 et je ne vais pas être bon du tout. Donc en fait, on voit ici que la Barlow 2 fois, au fur et à mesure que je m'éloigne de l'endroit idéal, bah, en fait, on voit que je peux aller avec la x2, je peux aller jusque x3 sans trop de problème. Et donc à ce moment-là, bah, on se retrouve avec une image qui est trop grosse. On va voir pourquoi elle est trop grosse après. Une des idées là derrière, c'est de démonter cette partie-là de la lentille, ça se dévisse simplement, et de la mettre dans un porte-oculaire qui va rapprocher encore les choses et on va un peu mieux maîtriser la longueur. Une autre solution, c'est de prendre une Barlow qu'on appelle télécentrique. C'est les Barlow justement où il n'y a pas de divergence des rayons, parce qu'en fait, elle va capturer l'image et puis la grossir au fur et à mesure. Là-bas, elle va la grossir une fois et puis elle va les ressortir parallèles. Un des exemples, c'est la PowerMate 2 fois. Toutes les PowerMate ne sont pas télécentriques, mais la 2 fois, elle l'est quasiment. On voit qu'au fur et à mesure où je m'éloigne, je suis toujours quasiment à 2 fois. J'ai un petit schéma, si ça vous intéresse de voir un peu comment ça fonctionne. Autre accessoire super important, on ne le voit pas depuis longtemps en imagerie planétaire, je crois que ça fait, d'après ce que je vois, apparemment, ça fait moins de 10 ans clairement que ça existe. C'est le fameux correcteur de dispersion atmosphérique. C'est quoi la dispersion atmosphérique? Quand un observateur observe une planète, bah évidemment la lumière elle traverse l'atmosphère. Et l'atmosphère elle va agir comme un prisme, puisque c'est un milieu transparent, le vide, vers un autre milieu transparent, l'air. Et en fait, voilà ce qui va se passer. On va avoir une déviation, hein, c'est la fameuse réfraction, on va avoir une déviation des rayons lumineux, mais en plus, le bleu est plus dévié que le vert, qui est plus dévié que le rouge. Et donc, bah, là, le rayon rouge que je vais voir, c'est le rayon qui vient de ce rayon lumineux-là. Pour le vert, on aura l'impression qu'il vient de là.
Et le bleu, on aura l'impression qu'il vient de là. Résultat des comptes, ben, j'ai l'impression que ma planète, elle ressemble à ça. Elle ressemble à des couches de couleurs qui sont séparées. Et donc, on voit un liseré bleu au-dessus, un liseré rouge en dessous. C'est assez caractéristique. Et je me souviens même qu'il y a une vingtaine d'années ici, je me demandais si mon télescope n'avait pas un problème parce qu'on voyait un truc comme ça et personne ne savait m'expliquer pourquoi, alors que c'est tout con comme explication. Et pour ça, on va essayer de corriger ça. Et comment est-ce qu'on peut corriger ça? Bah, en fait, avec un autre prisme. On va prendre un prisme qui, au lieu de disperser la lumière, va la rassembler. Donc, il nous faut trouver un prisme qui va toujours corriger verticalement, parce que c'est verticalement que ça se passe. Si j'étais à l'horizon, j'aurais rien. Et évidemment, au fur et à mesure que la planète se déplace, bah, c'est toujours du haut vers le bas que se fait la dispersion. Plus je suis haut dans le ciel, moins je vais devoir corriger, parce que c'est moins fort, c'est moins intense. Je vous le rappelle, si je suis au zénith, bah, le rayon il arrive tout droit, il n'y a pas de dispersion, toutes les couleurs arrivent au même endroit. Donc oui, ils ont inventé un petit système tout bête, qui est l'ADC, donc le correcteur de dispersion atmosphérique, où il y a deux prismes dedans, comme vous le voyez là. Si on les mettait de bêche l'un par rapport à l'autre, ici, bon, en fait, les rayons ressortent parallèles, bleu et rouge ressortent parallèles, il n'y a pas de correction. En revanche, lorsque les prismes qui sont montés ici dessus, je vais le mettre comme ça et l'autre comme ça, ils sont vraiment inversés. J'ai la forme du prisme résultant qui est là, est maximum, et je vais avoir une correction maximum, et je vais rassembler les couleurs. Là, typiquement, voilà un résultat sur Mars sans ADC, avec un ADC. Ici, on a utilisé ce qu'on appelle en logiciel un alignement des RGB, donc un alignement des couleurs rouges, vertes et bleues. Ça marche, ça corrige un peu, mais ce n'est pas aussi performant qu'un ADC. Donc voilà, vous voyez ici un ADC, il faut faire attention, on ne peut pas utiliser un ADC à n'importe quelle focale. Il faut une focale au moins égale à 15, au moins supérieure à 15 ou plus. Pourquoi? Parce que si on fait plus, il faut corriger plus. Si je corrige plus, j'amène des aberrations optiques. Et ça, c'est pas bon non plus. Il faut faire attention à une chose. Dans l'ADC, comme vous l'avez vu, je vais le remontrer le schéma juste avant, il va dévier les lumières, les rayons lumineux. Il va donc aussi dévier l'axe optique. Comme il dévie l'axe optique, en fait, on va voir la planète qui va descendre, ou enfin, ça dépend du sens du capteur, mais imaginons qu'elle va descendre simplement. L'image va descendre. Potentiellement, elle va peut-être sortir du capteur. Ça, c'est pas génial, mais en tout cas, elle va changer de place. Et comme elle change de place, on se dit, bah, on va recentrer. C'est une erreur. Il ne faut pas recentrer la planète parce qu'il n'y a pas que la planète qui a bougé, c'est tout l'axe optique qui a bougé. Si vous décidez de remettre la planète au centre du capteur après avoir fait la correction, ben en fait, vous décidez d'imager sur le bord du champ là où ma collimation n'est plus bonne. Donc, il faut imager là où la correction m'a amené ça. Il y a moyen d'utiliser aussi, donc soit j'ai un capteur assez grand pour le faire, moi en l'occurrence j'ai la chance, j'ai un capteur où même avec une correction maximum, la planète est toujours dessus. C'est pas grave, je mets mon petit réticule dessus, je mets un repère et j'image là-dedans. Ou alors il y a aussi une platine XY, c'est un peu fastidieux, mais ça marche bien. Quand on a un trop petit capteur, ça permet ici de mettre son train optique d'un côté et la caméra de l'autre, et avec simplement deux molettes, on va déplacer la caméra et recentrer comme ça, mais sans déplacer l'axe optique qui est derrière. Ici, on a des aides aussi dans des programmes comme Fire Capture que j'utilise pour capturer les planètes. On a des aides à la correction atmosphérique de la dispersion, où en fait, il va cacher le centre de la planète, augmenter le gain et saturer les couleurs pour qu'on les voit très très bien. Et avec ça, en un tournement, on a corrigé ça, c'est très très facile. L'ADC ultime, alors ça c'est une invention qui est franchement géniale. C'est un système à 4 prismes. En fait, on a collé 2 prismes l'un par rapport à l'autre pour qu'il y ait une réfraction identique mais une dispersion qui ne l'est pas. Je n'ai pas fait un schéma de comment ça fonctionne là derrière, mais toujours est-il que le résultat, c'est qu'il y a bien une correction de la dispersion, mais que la planète ne bouge pas dans le champ. Donc ça reste vraiment dedans, et là, on n'a plus besoin de ces réglages-là.
Juste une petite chose dont on ne va pas parler, mais c'est pas grave. Ouais, ça, en tout cas, c'est très bien. Le filtre UV Haircut, à quoi ça sert? En fait, les caméras qu'on va utiliser sont sensibles bien au-delà de la lumière visible, souvent dans l'infrarouge. Si je fais juste une capture comme ça, en fait, les couleurs que je vais avoir ne seront pas naturelles. En plus de ça, je vais capturer de l'information qui est moins détaillée. Rappelez-vous, plus la longueur d'onde est longue, plus mes détails sont moi, je peux voir de détails. Donc, je vais essayer de bloquer l'infrarouge, bloquer les UV tant qu'à faire aussi, en prenant un filtre luminance, comme on appelle ça, qui va simplement sélectionner la lumière visible. Et au moins, j'espère avoir des couleurs plus ou moins correctes sur la caméra. Ça, c'est un petit porte-filtre, c'est un petit accessoire qui peut être intéressant aussi. Le flip mirror. Alors, ça, c'est un truc que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps. Je me suis rendu compte qu'en début de nuit, je mettais le train optique, je faisais les réglages et à la fin, j'arrête tout et je suis content, j'ai fait mes images, mais j'ai rien vu, j'ai pas observé, j'ai pas mis mon œil à l'oculaire. Et c'est assez frustrant de se dire, ok, à la fin, on démonte tout, on va quand même regarder un petit peu à quoi ça ressemble, ah, c'est pas mal, oui, mais j'ai pas la correction, etc. Et donc le flip mirror, c'est quoi? C'est un petit accessoire qu'on ajoute en plus. Il est là. Voilà le trait optique en l'occurrence. C'est un petit miroir qui fonctionne comme ça, une petite molette qui va relever le miroir. Quand il est relevé d'une certaine manière, bah, c'est tout simple, hein, les rayons lumineux remontent vers le haut, on peut avoir un oculaire et observer directement. Et puis quand on le relève, les rayons lumineux passent directement et permettent d'imager. Ça marche très bien, ça marche vraiment bien. Il y a quand même un gros ennui, c'est que ça rajoute de la longueur, ça rajoute encore de la longueur. Et c'est un sacré porte-à-faux quand même. Ça rajoute du poids et surtout un porte-à-faux. Donc c'est pour ça que le porte-oculaire solide, c'est quand même très intéressant. Aussi, ça rajoute du tirage. On a parlé des problèmes avec les barlots, avec le tirage. Si je rajoute un accessoire en plus, c'est peut-être un souci supplémentaire. Donc avoir une barlow télécentrique, c'est quand même mieux avec. Donc ça ne marche pas à tous les coups, mais en tout cas, c'est pas mal pour partager l'observation et l'imagerie en même temps. La caméra. Alors, la caméra, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on va faire avec? En fait, ici, c'est un peu l'explication de pourquoi on va prendre une caméra. Ce qu'on veut essayer de faire en planétaire, en fait, c'est pas faire des pauses longues. J'ai pas besoin, les planètes sont très lumineuses. Je vais pas faire des pauses de plusieurs secondes, de plusieurs minutes, mais des pauses qui sont de l'ordre du dixième, du centième de seconde. Et même voire du millième de seconde. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir figer ces fameux mouvements de l'atmosphère. Vous avez vu comme les étoiles bougent, je vais pouvoir les arrêter dans mes images. Mais évidemment, je vais avoir aussi beaucoup de bruit sur mon image, donc il va falloir additionner beaucoup d'images. On va expliquer peut-être ça après, le fameux rapport signal-bruit qui est quand même super important. On ne va jamais annuler, hein, comme je disais, les perturbations, mais en tout cas, on va essayer de les diminuer. Il faut aussi figer le mouvement des planètes. Il faut savoir que pendant 1 minute, un petit calcul qui est là montre que le centre de Jupiter, il peut se déplacer de 6 pixels. C'est beaucoup. Il ne faudrait pas quand même faire une pause où il ne faut pas faire des pauses trop longues, sinon je ne vais pas m'en sortir. Idem, le satellite, hein, Io par exemple, le satellite de Jupiter, il va se déplacer de 6 pixels en 1 minute. Donc là aussi, il ne faut pas faire des pauses trop longues. Donc la stratégie qu'on va prendre, en fait, c'est un minimum de temps de pause, très court, prendre beaucoup d'images, parce que je vais vouloir en additionner beaucoup pour maximiser le rapport signal-bruit. Le bruit, il va varier sur chaque image. Le signal va toujours être le même. En additionnant, je vais garder le bruit moyen, le signal moyen, tout en diminuant le bruit. Donc, il me faut beaucoup d'images, donc une grosse capacité de transfert. Et donc, je vais prendre une vidéo, tout simplement. Je vais prendre une vidéo, je ne vais pas faire des photos, je vais prendre des vidéos. Et ce qu'on appelle la méthode du lucky imaging. Le lucky imaging pour l'imagerie chanceuse, entre guillemets. On a la chance de justement voir la bonne image au bon moment, un peu comme tout à l'heure où on a vu la petite tache qui apparaissait parmi toutes les autres images où ça allait dans tous les sens. Moi, j'ai clairement choisi aussi une caméra de type planétaire plutôt qu'un smartphone, parce qu'on a quand même, ça se voit, des meilleures performances à tous les niveaux.
on a moins de problèmes optiques. Les smartphones, en plus, ça donne des images très très bien. Le souci, c'est que quand on veut aller plus loin, on n'a pas les bons détails. On a moins d'éléments optiques, etc. On ne sait pas enregistrer en mode RAW, etc. Et un appareil photo normal, ça ne marchera pas non plus. Les appareils photo ne sont pas faits pour enregistrer des vidéos en mode complètement brut, sans compression derrière, etc. Et donc, en fait, pour info, les capteurs qu'on va utiliser, c'est les capteurs typiquement fabriqués par Sony. Quasiment tous, c'est par Sony. Il y a certains qui ne le sont pas. Ils ne sont pas fabriqués pour l'astronomie. Ils sont fabriqués pour les caméras de surveillance, pour les voitures intelligentes, etc., qui veulent à chaque fois des capteurs de plus en plus sensibles. Et en fait, les constructeurs de caméras planétaires, ils se disent, bon, tiens, ils viennent de sortir une, celle-là, elle convient bien. On va la mettre dans notre capteur planétaire. Couleur ou monochrome, c'est quoi la différence entre les deux? Mais en fait, une caméra couleur, c'est une monochrome sur laquelle on a simplement mis une couche de film, une matrice de filtre qu'on appelle la matrice de Bayer. En fait, c'est celle-ci. Hein, pour un ensemble de 4 pixels, on a deux filtres, deux qui sont filtrés en vert, un en bleu et un en rouge. Ben, en fait, on se rend compte que, imaginons une image uniformément blanche, ben mon capteur rouge, là, mon petit pixel rouge, il va capter uniquement un tiers des photons. Idem pour le bleu, idem pour le vert. Et donc, alors que mon monochrome, il va prendre tout en même temps. Il va tout capter. Je vais avoir 3 fois plus de signal. Évidemment, je ne vais pas avoir le détail des couleurs, mais je vais pouvoir le faire en mettant des filtres. Globalement, même avec des filtres, en jouant avec des filtres, on peut avoir plus d'informations, plus de signal avec du monochrome. Mais ça demande pas mal de boulot en plus. Il faut prendre ça avec plusieurs filtres, il faut les recombiner par après. Et très franchement, pour commencer, je conseille une caméra couleur. D'autant plus que les caméras couleur maintenant, elles sont très très performantes. Ça donne vraiment très bien. Alors ici, voilà, j'ai choisi celle-là. Elle a comme caractéristiques qui sont intéressantes de retenir, c'est simplement la taille des pixels. Ça, c'est important. 2,9 microns. Serait important pour la suite, parce que évidemment la taille des pixels va définir de combien je vais devoir grossir pour voir les détails sur ces pixels-là. Il y a une connexion USB 3, comme ça il y a beaucoup de débit. Et j'ai pris aussi un capteur 4K, donc assez grand quand même pour une caméra planétaire. Ça permet de faire des petites vidéos comme ça, enfin de prendre des images avec des petits portraits de famille comme ça, Jupiter et ses satellites par exemple. Alors qu'il faut savoir que sur un écran, du Full HD, bah en fait, Jupiter, je n'arriverai même pas à voir le premier satellite, parce que Jupiter prend quand même de la place sur le capteur. Chose intéressante aussi à connaître, c'est la fameuse sensibilité, en fait, l'efficacité quantique. C'est le pourcentage que vous voyez là, c'est le nombre d'électrons qui sont réellement enregistrés dans telle couleur. Donc on se rend compte qu'ici, bah, j'arrive à... Il y a 80% des pixels bleus qui sont enregistrés par les filtres bleus, dans cette longueur d'onde-là. Et jusqu'à 90% des photons sont enregistrés. C'est énorme en fait. On ne peut évidemment pas aller au-dessus de 100%, mais là on ne sait plus faire beaucoup mieux. On atteint vraiment un truc vraiment très, 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 très important. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était à 30%, 40%. Ça a vraiment changé ces moins de 10 dernières années. Alors, l'échantillonnage. Un tout petit peu de calcul, mais je vais les résumer, ne vous inquiétez pas. L'échantillonnage, en fait, c'est le champ angulaire, l'angle qui est capturé par un photon, par un photocyte. Photocyte, c'est le pixel, en fait, fixe. C'est pas vraiment un pixel, ça s'appelle un photocyte. Le pixel, c'est le petit carré qui est sur votre écran. Le petit carré qui est sur un capteur s'appelle le photocyte. Bon, on l'appelle aussi le pixel. Et donc, on veut savoir en nombre de secondes d'arc, ça doit être quoi la taille de mon pixel, donc ça doit être quoi mon grandissement. Alors, il y a un théorème qui dit, pour échantillonner correctement, il faut que l'échantillonnage fasse 2 fois la fréquence du signal. La belle affaire, me direz-vous, ça veut dire quoi cette affaire? En fait, ça veut dire qu'un photocyte doit couvrir un champ 2 fois plus petit que ma résolution. On a vu la résolution, c'était 0,41, etc. Donc, selon le critère de Rayleigh, 0,41 secondes d'arc, il faudrait que mon photocyte fasse 0,20
secondes d'arc environ. Alors, si on fait un calcul, pas trop compliqué, hein, E égale 206 fois P sur F, il n'y a que ça à retenir. Si on fait un petit calcul, je trouve qu'il faut que j'ai une focale de 2914 mm. Mon télescope fait 2800 mm. Eureka, c'est génial, ça marche. On pourrait croire que c'est bon, sauf que ça ne l'est pas du tout. En fait, on peut aller beaucoup plus loin. Il faut d'ailleurs aller beaucoup plus loin. Ça, c'est vraiment le minimum. Il y a... pourquoi? Parce que déjà, les capteurs actuels peuvent aller plus loin. Et surtout parce qu'on a vraiment un vrai intérêt à aller plus loin. On va le voir par la suite. Une personne, un astronome amateur qui s'appelle Olivier Desormières, a un peu résumé, a fait une formule en fait qui résume ça. Il dit il faut que l'échantillonnage soit égal à lambda, la longueur d'onde, divisé par 10 fois par le diamètre. OK, on va faire le calcul. Pour mon télescope, par exemple, ça donnerait un rapport focal sur diamètre de 15. Ce serait l'échantillonnage idéal. En fait, c'est la valeur minimale à respecter. Si on est en dessous, on est clairement sous-échantillonné. Mais on a quand même encore des avantages à aller au-dessus. Et on va encore le voir par la suite. Le résumé à retenir, quel que soit le télescope, il y a une formule qui permet de se passer de l'échantillonnage, etc. On s'en fout finalement. On se rend compte que l'échantillonnage, il est en fonction du diamètre et que il est aussi en rapport de la focale, il est en rapport de ma résolution. Tout ça s'entremêle et à la fin, on trouve simplement que le rapport FD, il doit être égal à 5,15. Et il suffit, quel que soit l'instrument, que ce soit un télescope Newton, une lunette, n'importe quoi, retenez ça. Votre rapport FD, essayez de l'amener entre 5 et 7 fois la taille du photosite. Donc 5 à 7 fois 2,9, c'est la taille de mes photosites. Donc concrètement, si je suis à 7 fois, j'atteindrai 20,3 et moi je suis à 22,3 sur le mien. Alors, vous me direz, ok, mais ça sert à quoi au juste? Ça, c'est une image de Jupiter et à côté, l'image à l'échelle d'une étoile. Ça, c'est la tache d'Erie, vraiment à l'échelle, à côté de Jupiter. Ici, c'est ma résolution théorique. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression de voir des choses encore plus petites que ça. Si je fais un zoom là-dessus, j'ai fait un zoom sur une colonne qui fait 4 pixels de haut. 4 pixels de haut, elle fait 0,38 secondes d'arc. Eh bien, je suis désolé, mais moi, je vois des détails, je vois des nuances, je vois des variations. Ça ne veut pas dire qu'on a résolu. Je ne peux pas dire là, cet objet-là est différent de celui-là. Mais on voit quand même des nuances et des variations qui font qu'on a un intérêt à suréchantillonner quand même. Un petit test. Vous ne me croyez pas, hein? Je vais vous montrer. Quelqu'un sait quelle est la résolution de l'œil humain? 1 minute d'arc. Quand il a 10 sur 10, on a 1 minute d'arc. Je vais enlever ça. Est-ce que vous voyez tous cette feuille blanche? Oui? Alors, il y en a qui vont copier, qui connaissent déjà peut-être. Qu'est-ce que quelqu'un voit quelque chose sur cette feuille? Levez la main ceux qui voient quelque chose. Jusque là au fond. Il a des lunettes, ça compte pas. Mais vous voyez tous quelque chose. Donc je pense que vous voyez quoi? Une ligne verticale. T'as combien de mètres? 4 mètres. Hein. 4 mètres. Là au fond, à mon avis, à peu près 4 mètres. On a 4 mètres. Là au fond, on a combien? En fait, ça c'est un cheveu. Merci Cléo. C'est un cheveu qui mesure très exactement 60 micromètres. Qui mesure très exactement 60 micromètres. Et je l'ai mesuré avec une règle, une simple latte, tout simplement en faisant une photo comme ça, c'est assez marrant. C'est tout con, hein, 250 pixels pour 1 millimètre. Donc là, j'ai 60 microns. Ça correspond bien à la taille d'un cheveu moyen, c'est entre 40 et 100 micromètres. Donc un micromètre, je vous rappelle, c'est un millième de millimètre. Un millième de millimètre, donc ici j'ai 60 millièmes de millimètre, 0,06, etc. Ok, c'est quel angle en fait ça? À 1 mètre, un petit calcul très très simple, on peut
on peut se dire que 0,60 divisé par 1 mètre, je vais trouver un nombre, et ce nombre est le sinus de l'angle. Voilà, très approximativement, mais ça marche. Bon, en fait, je me rends compte que je suis à un angle de 12,3 secondes d'arc, soit 0,206 minutes d'arc. C'est pas beaucoup. C'est combien la résolution de l'œil humain? 1 minute. À 1 mètre, mon cheveu, il a une épaisseur de 0,2 minutes d'arc. À 3 mètres, on est à 0,60. Donc là, clairement, on a un dixième, voire un vingtième de la résolution de l'œil. Mais on le voit. Mais en fait, on ne le résout pas. Si je faisais un petit schéma, j'ai pas de... On n'a pas un peu? Ouais. En gros, ma feuille, elle est blanche, puis elle est noire, puis elle est blanche. En gros. Ça, c'est la luminosité, entre guillemets, de ma feuille blanche, du cheveu et de ça. Et mon œil, il ne voit pas ça, évidemment. Lui, tout ce qu'il voit, en fait, c'est ça. C'est une baisse de luminosité, tout simplement. Il ne va pas résoudre ça, c'est beaucoup trop petit. Il ne le voit pas. Il arrive à distinguer la diminution de luminosité. Ça veut donc dire que si j'ai un cheveu là à côté aussi, je vais être dans la même courbe, je ne vais pas le distinguer. S'il est trop près le cheveu, je ne vais pas voir qu'il y en a deux. Mais un, je vais le voir. En fait, c'est ce qu'on a vu sur Jupiter tout à l'heure, et c'est ce qu'on voit sur plein d'autres choses aussi. Là, c'est le petit résumé sur l'œil. Ça, c'est une photo que j'ai prise la semaine dernière. Non, pardon. C'est Cassini. C'est la sonde Cassini qui a pris ça en 2008, je crois. Je pense. Oui, en 2008. La sonde Cassini est allée près de Saturne et a fait une superbe photo des anneaux, entre autres. Les anneaux, si vous connaissez un petit peu, ici, on a la division de Cassini, justement, hein, qui est visible dans les télescopes. Et ici, une division beaucoup plus fine, qu'on appelle la division de Henke. La division de Henke, elle fait 325 km de large. Donc, on peut calculer assez facilement qu'elle fait combien? Oui, elle fait 0,05 secondes d'arc. Donc, elle serait résolue par un télescope de 2,4 mètres. Ça, c'est par un C11, 0,280 mètres, donc 28 cm. Eh bien, on voit quelque chose, on voit une baisse de luminosité ici. C'est celle-là, hein, c'est cette baisse de luminosité-là qu'on voit. On ne voit pas la division de Henke, on ne voit pas la fine division, qui est toute petite. On le voit d'ailleurs au-dessus, que c'est complètement pas proportionnel entre là et là. Mais on arrive quand même à capter ce détail-là. Alors, on voit ici, hein, ici c'est la résolution théorique du télescope. Ça, c'est l'échantillonnage, c'est la taille d'un pixel. Et ça, ce serait la taille réelle de la division de Henke. Pourtant, ici, j'ai bien ce creux-là de luminosité que je peux capter. Alors, mon final, on a passé en vue tous les trucs. Le montage final. Le premier montage final. Le premier montage. J'avais ici le porte-oculaire dans lequel je visse la Barlow. Je la visse directement sur l'ADC, le correcteur de dispersion atmosphérique, le filtre et la caméra. Pourquoi est-ce qu'ici je ne visse pas? Parce qu'en fait, j'aime bien avoir un degré de liberté dans mon capteur et pouvoir orienter mon capteur comme je le veux. Et idem ici, le correcteur de dispersion atmosphérique, je ne peux pas faire n'importe quoi avec. Il faut à chaque fois qu'il soit bien parallèle à ce niveau-là. Donc, je dois avoir 2 degrés de liberté. En tout cas, c'est beaucoup plus facile. Après, l'idéal, c'est d'avoir du tout vissant, de visser un maximum pour que ça tienne bien. Donc, en gros, ça donne ça, ça donnait ça au départ. J'ai changé de caméra entre-temps et maintenant, j'ai changé quasiment tout le train optique pour obtenir ça. Alors ici, on a la PowerMate, donc la fameuse Barlow qui fait du x2, mais en fait x2, quelque chose. L'ADC, un porte-filtre que j'ai remplacé entre-temps ici par une roue à filtre, parce que je suis passé en caméra monochrome aussi, grâce à mon anniversaire, merci. Une roue à filtre qui me permet de faire des photos en infrarouge, mais aussi dans des zones bien spécifiques. Le fameux flip mirror, les caméras.
Et aussi ici, un accessoire très chouette, qui est le Quick Changer en fait. Ça me permet d'avoir un degré de liberté aussi, ça tourne, mais c'est pas une bague rotative, c'est simplement un élément qui me permet de changer directement, mais sans être les éléments, c'est pas du tout un élément classique vissant, c'est d'une robustesse abominable ce truc, c'est vraiment très bien. Donc ça me permet d'avoir à la fois mon degré de liberté de rotation ici pour que mon... pardon, ici, je vais avoir un degré de rotation de liberté. Pourquoi? Parce que j'ai envie quand même que mon oculaire ne soit pas vers le bas quand je veux observer. Et puis alors là, au moins, je peux orienter aussi la caméra. Donc en gros, voilà les différents accessoires. Ça, c'est le télescope en question quand je l'ai eu. Et ça, c'est le télescope maintenant, hein, quand il ressemble à peu près. Il y a beaucoup de câbles, ils sont peut-être mal mis. J'essaye de faire comme je peux, mais au moins j'ai pas trop d'ennuis à ce niveau-là. Donc vous voyez ici le fameux trait optique. Ce qu'on remarque, hein, c'est qu'il y a quand même une sacrée allonge. Et j'avoue que je ne suis pas certain que c'est particulièrement optimal. Parce qu'il faut savoir que plus je recule mes accessoires, normalement, je pourrais avoir ma caméra ici. Comme j'ai ajouté un porte-fil plutôt que de mettre le fil directement, et comme j'ai ajouté un miroir basculant pour pouvoir observer, ben, ma caméra, au lieu d'être là, elle est ici. Ça veut donc dire que mon miroir qui est ici, à l'intérieur, j'ai dû l'avancer très fortement pour reculer mon point focal. Et donc, la distance entre le miroir primaire et secondaire sont peut-être plus tout à fait optimales. Il y a peut-être des aberrations qui sont là quelque part, mais qui, heureusement, comme on a des angles petits, ça ne se remarque pas trop. Et donc, oui, la caméra monochrome acquis en novembre 2024. La prise de vue maintenant, on rentre un petit peu dans le gras, allez hop. Mise au point. La mise au point sur les planètes, c'est pas facile. C'est pas facile, il faut des objets très contrastés en fait. Quand on a Saturne, on a les anneaux, ça va, on arrive à voir les choses, mais quand bien même, c'est pas simple. J'utilise le logiciel Fire Capture, que je trouve un des meilleurs pour le planétaire, mais bon voilà, il y en a d'autres. Je trouve que c'est le meilleur parce qu'il y a plein de petites astuces qui sont très utiles pour le planétaire, c'est surtout ça. Entre autres, stabiliser l'image. Donc en gros, mon image, elle va bouger en fonction des mouvements du télescope. Quand je clique sur un bouton, elle se stabilise complètement et donc je peux faire une mise au point correcte. Un des trucs qui est sympa, c'est de diminuer le gamma. Donc on peut augmenter le gain, le temps de pause, etc. Un des paramètres que l'on peut modifier, c'est le gamma. Et quand on fait ça, en fait, on augmente la visibilité de certains contrastes. Un autre truc qui est intéressant, c'est de zoomer sur une lune, sur un des satellites. En fait, lorsque vous voyez que ça bouge, hein, et encore là, c'est un bon ciel. Quand la mise au point est bonne, en fait, il est un peu plus souvent que d'habitude, il est concentré, mais il va quand même à gauche, à droite. Hein. Mais il faut trouver le moment, l'endroit du focus où il est le plus concentré possible. C'est deux méthodes que je peux donner, à part la méthode à peu près. Alors Olivier Makers, lui, il a une autre méthode qui est je vais en avant, je vais en arrière. C'est le lucky mapping. Il y a toujours bien un moment où ça va marcher. Oui, ça marche aussi. Il faut vérifier toujours la mise au point. Moi, je dois vraiment la changer au fur et à mesure de la nuit parce que il y a des contractions qui sont différentes, il y a des distances qui vont changer avec les températures, etc. Prendre une PSF. Alors ça, c'est un truc très intéressant. Au traitement, on va avoir une image brute et on va pouvoir dire à un logiciel de traitement, tiens, voilà à quoi ressemble un point dans mon instrument. Voilà à quoi il ressemble. C'est ma fonction d'étalement d'un point. C'est la tâche d'Airy, hein, en gros. En le donnant au logiciel, il va pouvoir interpoler ce qu'est l'image initiale. Alors, pour prendre une image PSF, en fait, il faut trouver une étoile, bien la focaliser, premièrement. Le faire avant la capture, et à chaque fois qu'on fait une modification de la collimation, par exemple, parce que fatalement, la forme de l'étoile va changer. Elle va effectivement corriger une partie des défauts. Il y a des défauts des légers défauts, hein, attention, on ne va pas faire des miracles, mais ça va améliorer clairement les résultats finaux par rapport aux ondelettes. Si ma collimation était parfaite, si mon image était parfaite, les ondelettes donneraient presque la même chose. Mais là, en l'occurrence, ça permet vraiment d'améliorer les choses. Il faut sous-exposer l'étoile. Comme je veux voir une fonction d'étalement du point, hein, rappelez-vous,
fonctionne comme ça. Si elle est surexposée, je vais tronquer mon image qui est là, et donc je ne vais pas avoir une représentation réelle de ce qu'est l'image. Ça, c'est une étoile, une vidéo d'étoile ralentie 10 fois. Ça bouge, hein. Ça bouge beaucoup. On va donc régler l'ADC pour l'étoile. On va faire un temps de pause très petit, très court, pour essayer de figer un maximum le mouvement. Et on va prendre énormément d'étoiles, énormément d'images, pardon, pour en additionner le moins possible. Suffisamment, hein, quand même, il faut 500, 1000 images, mais donc il faut en faire beaucoup pour en garder 1 ou 2% de bon. À la fin, je fais un petit crop autour, plus grand que ça, de 100 sur 100 pixels, et j'ai ma PSF que je vais pouvoir donner après au programme. Et qu'est-ce qu'il y a dans la PSF? Quand prends cette image-là et que j'augmente le gain, etc., ben en fait, je retrouve ma tâche d'Airy, imparfaite évidemment, parce que mon instrument, il est imparfait, mais au moins, le logiciel sait exactement à quoi ça ressemble et il peut faire les corrections en fonction. Alors, la prise de vue des planètes, ça, c'est quelques petits conseils. Moi, qu'est-ce que je fais avec Jupiter? Je fais une image en 10 millisecondes, souvent. J'essaye de pas aller au-dessus de 10 millisecondes, mais on peut monter à 15. Ça dépend de la transparence du ciel. Vous avez parfois un petit voile de nuages ou un petit voile d'humidité. On doit un peu augmenter. Pas plus que 60 secondes, 90 secondes. Ça dépend un peu de la distance de Jupiter. Si elle est plus éloignée, bon, ok. Maintenant, il vaut mieux pas aller au-dessus de 70 secondes, par exemple, de prise de vue. Sinon, elle va trop bouger. Il va y avoir trop de mouvement. Saturne, c'est 20-25 secondes parce qu'elle est moins lumineuse. Mars est très lumineuse, 5 millisecondes. Et on va pouvoir l'imager plus longtemps parce qu'elle tourne moins vite. Elle est plus petite, elle tourne moins vite. Donc, il y a moins de mouvement pendant ce délai-là. La Lune et le Soleil, typiquement, on peut faire un peu plus d'une minute aussi, hein, mais il faut stacker là très peu d'images aussi. Mais je n'ai pas une grande expérience pour la Lune et le Soleil, je vous avoue. Donc on verra les quelques images, on pourra en discuter. Il faut prendre des captures au format SER, etc. Ça, c'est des détails un peu plus techniques dont je ne vais pas nécessairement parler ici. Et puis surtout, on va, chose intéressante, cadrer l'image. On va zoomer, je vais pas prendre une image sur mes 4K, je vais juste zoomer, prends juste la vidéo là, et ça va me permettre d'augmenter mon taux de transfert. Alors le traitement, on peut considérer qu'il y a 3 types de traitements en gros. D'abord, l'addition des images qu'on a obtenues de la vidéo, la sélection des meilleures images et l'addition de ces images-là. Alors qu'est-ce qu'on retrouve ici dans le logiciel AutoStackert, qui est la référence. Je n'ai rien d'autre à proposer qu'AutoStackert vraiment pour faire l'addition. On voit que quand on fait une analyse, il a analysé toutes les images là, et il les a triées de la meilleure à la plus mauvaise, selon son propre algorithme. Et on va décider, ok, je vais ici par exemple à 55% de qualité, la courbe verte. Quand je suis à 55% de la qualité de celle que tu considères comme à 100%, bon, en fait j'ai 12-13%, 12,3% d'images à retenir. C'est pas beaucoup, hein? Donc, on va sélectionner celle-là. Par exemple, si je décide, je peux en sélectionner plus. Soit je mets 12%, soit je mets 522 images, c'est ce que j'ai mis là-bas. Soit on met le nombre d'images qu'on veut, soit le pourcentage d'images qu'on veut. Donc, ça dépend un peu d'à quel point on veut être précis et on veut être sélectif ou pas. Quand on a un très mauvais ciel, si on est fort sélectif, c'est bien, mais on ne va pas avoir beaucoup d'images. Pas beaucoup d'images veut dire un rapport signal-bruit pas excellent non plus. On va mettre des points d'alignement, c'est les petits points rouges que vous voyez là. Ça va permettre d'analyser chaque image et d'essayer de les remettre, de les reformer correctement pour qu'une fois qu'on les empile, ça donne quelque chose de cohérent. Deuxième type de traitement, c'est monter faire relever, vraiment révéler les détails. Ça, c'est vraiment un des meilleurs programmes pour ça, c'est quand même AstroSurface pour l'instant. Il n'arrête pas d'être développé, le développeur est français. Et on peut encore même discuter avec lui, c'est assez facile d'avoir des infos là-dessus. C'est par là qu'on va traiter avec une étoile, etc., qu'on va traiter avec la PSF, c'est par là qu'on va utiliser des techniques d'ondelettes pour rendre les choses plus nettes, etc. Le troisième type de traitement, c'est, OK, une fois que j'ai eu ces images-là, je peux encore additionner des images. Je n'ai pas pu les additionner avec les méthodes précédentes parce qu'une vidéo trop longue, je vais avoir une déformation. Mais je vais pouvoir utiliser un logiciel qui s'appelle WinJupos
qui lui, si on a pris dans le bon format avec l'heure, la date, etc., le fichier, il va savoir exactement quand a été pris le fichier et il va poser dessus un gabarit qui donne la forme de la planète, l'orientation. On peut voir aussi, par exemple, ici un petit satellite qui nous permet d'un petit peu mieux situer ce gabarit-là. On va mettre ce gabarit-là sur plusieurs images affilées et puis après on va les rassembler une à l'autre grâce à ce logiciel-là pour encore augmenter le rapport signal-bruit. Par exemple, une vidéo brute, telle qu'elle sort de la caméra. La première chose qui va en sortir, c'est une addition simplement des images. On voit que l'image, elle n'est pas super nette. On voit des détails, mais pas énormément. Là, on va passer dans la moulinette d'astrosurface pour révéler les détails par différentes méthodes, dont celle de la méthode des convolutions Wiener par PSF. Et des onglettes, etc. Puis alors, on va encore additionner ces différentes images qu'on a, puis faire la balance des blancs, l'accentuation, etc., pour avoir ce genre d'image. Donc on reprend ceci, on met le gabarit. Une aide intéressante, si vous commencez à travailler dans WinJupos, c'est de faire des photos avec un satellite dedans. Vous voyez le petit satellite qui est là. Ça aide à bien placer le gabarit dans la bonne direction parce que c'est pas toujours facile de passer correctement par rapport à la planète. Et une fois qu'il est placé, les images suivantes, il va l'ouvrir avec le même gabarit à chaque fois, la même direction et la même chose, donc c'est plus facile. Et là, on va les additionner, etc. Et puis, on va faire le traitement final. Voici un exemple, par exemple, d'une image. C'est une image de l'an dernier, c'est pas la meilleure, j'avoue, mais c'était déjà une des premières pas trop mauvaises. C'est une vidéo traitée. Et là, c'est quand j'ai additionné. Vous voyez que le bruit a diminué sur l'image. J'ai pas beaucoup plus de détails, mais j'ai moins de bruit. Comme j'ai moins de bruit, je vais pouvoir encore aller ressortir des détails. Et quand je fais ressortir des détails, je réaugmente le bruit malheureusement. Mais au moins, on passe de ça à ça. Ici, en plus, les couleurs, j'ai fait changer les couleurs. Donc voilà ici une vidéo, plusieurs vidéos stackées et retraitées par la suite. Quand on a fait ça, on traite, on essaye des nouveaux paramètres et on recommence. Ça n'arrête pas. On essaie toujours de changer certains paramètres et de voir ceux qui fonctionnent le mieux. Alors, il y a moyen d'aller encore plus loin dans les détails avec des caméras monochromes. Et surtout avec des filtres de la gamme Sloan. Les filtres Sloan, en fait, ils vont diviser la plage optique, donc je vous rappelle de 400 à 700 nanomètres, ils vont les diviser en deux. Au lieu du rouge, vert, bleu classique, on va avoir un G' et un R' qui vont permettre en seulement deux filtres de prendre des photos de toute la plage finalement visible. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que quand on a une bonne nuit, qu'on arrive à voir des détails, dans le bleu, je vais avoir plus de détails parce que ma tâche d'Eri, elle est plus petite. Je peux avoir une résolution plus grande. Il faut avoir un bon instrument, ça ne marche pas tout le temps. Parfois, c'est beaucoup mieux de faire en couleur avec une caméra couleur. Mais parfois, c'est une méthode pour aller plus loin. Il faut évidemment aussi aller plus loin avec un filtre de luminance. Donc un filtre qui, lui, le fameux filtre UV-IR4 que j'utilise de base, qui lui va sélectionner l'ensemble de la plage visible, ce qui permettra d'avoir une balance correcte de l'intensité de toutes les lumières. Alors ici, évidemment, quand on a une image uniformément blanche, par exemple, avec le G', je vais capturer 50% de la lumière, 50% de la lumière avec le R', et 100% avec le L. Donc sur 3 images, j'aurai 200% de luminosité, alors que je n'en aurai que 100 sur une image couleur, sur 3 images couleur. Donc oui, j'obtiens beaucoup plus de signal avec une caméra monochrome, déjà rien qu'avec ça. C'est un avantage. Il faut utiliser WinJupos. Si vous n'êtes pas encore habitué à WinJupos, oubliez ce traitement-là parce qu'il faut combiner des images prises à des moments différents pour les recombiner après. Et ça, il n'y a que WinJupos qui peut le faire. Comme je disais, on obtient plus de finesse dans le bleu grâce à ça. Et c'est vraiment plus léger quand on a des très bonnes conditions atmosphériques. Le Schmidt 15 grains, malheureusement, il est moins adapté à ça parce qu'il a une forme, il a une conception qui fait que sa qualité dans le bleu, son rapport de Strel, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, sa qualité dans le bleu diminue très très fort. Donc malheureusement, on ne va pas nécessairement pouvoir aller capter beaucoup plus de détails, mais il y a quand même moyen de faire des choses avec. En revanche, c'est une des techniques qui est utilisée par exemple pour
que des télescopes 12 pouces dépassent en résolution des C14. Des C14 qui sont des célestrons 14 pouces. Donc il y a moyen, avec certains types de télescopes, d'aller plus haut en résolution. Alors ici, voici des photos prises par Jean-Paul Auger le 29 novembre. 3 photos, G', R' et en LEL, qu'il a recombinées en plus avec une photo couleur, mais même sans la photo couleur, il y a moyen d'obtenir la couleur avec WinJupos. Un petit truc qu'il ne connaissait pas encore il y a 2 jours. Mais voilà, donc ça, il y a moyen de faire ça sans problème, mais ça donne très bien, évidemment. Je ne compare pas encore les miennes aux siennes, quoique. Une bien. Voilà le type de traitement qu'on peut avoir et ça donne vraiment des très 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 bons résultats. Pour info, Jean-Paul Auger, il habite au nord de la France. Si vous ne le connaissez pas, vous avez peut-être déjà vu des photos de sa part. Il image avec un Dobson 400 mm. Donc c'est a priori pas adapté, mais il l'a vraiment mis à une sauce planétaire incroyable. Il a ajouté une double barreau avec une correction du champ, ce qui fait qu'il n'a plus besoin que de faire une collimation au laser. C'est tout. Il ne fait plus de collimation à l'étoile. Et ça marche très bien, ça se voit. Il ne faut pas hésiter à s'entraîner et progresser. Les premières photos, elles sont toutes de moi. Et puis j'avais envie de pleurer, évidemment, un peu comme Jupiter avait envie de pleurer. Là, on dirait qu'elle a l'air triste. Et puis à la fin, on arrive tout doucement à avoir des meilleurs résultats, des meilleurs réglages, et puis arriver à des résultats finalement très corrects. Alors moi, ce que j'aime bien aussi c'est la capture du mouvement. Évidemment, le mouvement d'une vidéo, c'est pas génial, on voit pas grand-chose à part le mouvement de l'atmosphère. Mais quand on combine plusieurs vidéos comme ça, on a des petites séquences qui sont sympathiques, comme ici la sortie d'occultation de Io. C'est l'immersion, c'est ça? L'immersion d'Io. Ça, c'est 31 images, par exemple, certaines, j'en ai fait de 15 secondes. Elles ralentissent à ce moment-là. Elles ralentissent au moment où Io ressort de l'arrière de Jupiter parce que je voulais capturer un peu plus de détails à ce moment-là et ne pas avoir trop de flou. Là, j'ai fait une animation différente. J'ai créé chaque image avec WinJupos. J'ai mis toutes les images dedans et j'ai dit à WinJupos, recrée l'image qu'il y a à tel moment. Parce qu'en fait, à WinJupos, je vais pouvoir lui dire, simule une image de telle heure ou telle heure. Ça donne un rendu un peu différent. Et il y a encore moyen de faire d'autres types d'animations. Un truc intéressant, une fois qu'on commence à avoir certaines images sympathiques, ou qu'on en fait beaucoup, c'est de faire un peu de science et se dire, finalement, il y a pas mal de projets collaboratifs entre les pros et les amateurs. Un des projets les plus simples, il est intégré dans le logiciel AutoStacker, c'est Detect. Le Detect, en fait, c'est un logiciel qui va passer à la moulinette vos vidéos. Il va moyenner, il va faire la moyenne de toutes les images. Et puis il va comparer chaque image de la vidéo par rapport à la moyenne. S'il détecte un point plus clair, c'est potentiellement un impact. Et donc c'est vraiment un logiciel qui va permettre de détecter les impacts. On dit de la belle affaire, on ne va pas demander à des amateurs de détecter des impacts sur Jupiter. Si, parce que les astronomes, ils n'observent jamais Jupiter. Jamais. Il n'y a que les astronomes amateurs qui observent en permanence Jupiter, Saturne, etc. Les astronomes professionnels, ils ont très peu d'occasion d'observer ça. Ils ont d'autres sujets scientifiques à faire. Et donc là, c'est vraiment une collaboration qui est intéressante. Une autre collaboration, par exemple, c'est avec Alpo Japan, qui a pour objectif d'enregistrer toutes les modifications atmosphériques sur Jupiter. Donc, et en l'occurrence, c'est Jean-Paul Auger qui me disait, tiens, on est sur la même photo, je ne le savais même pas. Donc c'est celle du 3 novembre. Et donc en fait, il va agréger chaque jour les photos prises par les amateurs dans le monde entier pour obtenir une carte atmosphérique de Jupiter et pouvoir détecter certaines particularités d'un jour à l'autre. Très récemment, j'ai eu affaire à Jean Lillenstein, donc, qui est un planétologue à l'université de Grenoble, et qui en fait a démarré un projet de détection d'aurores polaires sur Mars. Il n'y a pas de magnétisme polaire sur Mars. Si, en fait, il y a encore des zones rémanentes de magnétisme sur Mars. Il n'y a pas de champ magnétique, mais il y a encore des zones rémanentes de magnétisme qui font que quand on a des grosses éruptions solaires, on est en plein maximum solaire, donc il y a des éruptions, on pourra avoir des détections d'aurores.
Il se fait qu'ils se sont dit, OK, il faudrait vérifier ça dans une longueur d'onde bien particulière, 425 nanomètres, ce qui est tout à fait faisable par les amateurs, avec un filtre un peu particulier. Et il se fait que les amateurs n'ont pas encore détecté d'aurore. En revanche, on a détecté des nuages de haute altitude. Et donc voilà, c'est un peu par coïncidence, c'est devenu un projet de détection d'aurore et de nuages de haute altitude, pour lequel on est, je crois, une centaine à participer à peu près. Les livres, j'arrive à la fin des explications un peu plus techniques. Ça, je vous les conseille très chaudement. Le premier, certainement, Astronomie planétaire, qui est sous la direction de Christophe Pellier. C'est vraiment une mine d'informations. Vous avez un autre plus spécifique à la photographie de la Lune par Nicolas Dupont-Bloch et Christian Villadrich, qui lui a fait un bouquin avec d'autres astronomes amateurs sur l'astronomie solaire. Ce sont des mines d'informations, vous trouverez ça nulle part ailleurs, c'est fou. Plus évidemment la référence, Thierry Legault, astrophotographie, Thierry Legault qui fait partie des pionniers aussi, qui a donné un coup de pied au cul à tout amateur qui voulait faire de la photo planétaire. Il disait pourquoi j'arrive pas à voir quelque chose? Parce que ton télescope il n'est pas à température, parce qu'il n'est pas collimaté. Voilà, tout simplement c'est là-bas ça. Et puis alors parfois parce qu'il y a des nuages, bon, ça c'est encore autre chose. Mais ou que le ciel est mauvais. Donc ça c'est vraiment des livres très intéressants à avoir. Alors une des choses qui m'a fait le plus progresser sont les vidéos de Jean-Luc Dauvergne. Donc Jean-Luc Dauvergne, il est rédacteur au magazine Ciel et Espace. Et il participe aussi à des missions planétaires au télescope de 1 mètre du pic du Midi. Et il a fait toute une série de tutos sur YouTube sur la photographie planétaire, vraiment à destination de tous. C'est une mine d'or. Allez-y, allez voir, revoyez-les, vraiment c'est très intéressant. Le site de Christophe Pellier aussi, le site Astrophotographie de Thierry Legault, pour mettre en parallèle avec son bouquin, quelques chaînes YouTube ou autres. Je vous mets aussi en lien le site où j'ai pu avoir les petites démos d'optique et de mathématiques et de physique, c'est sympathique. Quand on n'a pas l'instrument avec soi, ça peut être bien. Ah oui, ici j'ai oublié de parler. AstroSurf et WebAstro. En fait, AstroSurf, surtout, c'est un forum, c'est un magazine amateur français. C'est aussi un forum de petites annonces, mais aussi de discussions où les gens postent leurs photos, où les gens discutent de tout. Et c'est comme ça, en fait, qu'on rencontre tous les as dans tous les domaines, je dirais. Et c'est vraiment une mine d'informations pour les amateurs. Je vous conseille vivement d'y aller. Alors, maintenant, on passe au côté un petit peu plus fun. C'est les quelques photos que j'ai pu faire, en fait. 2023, c'était une année assez pauvre, puisque je démarrais. Et puis, on est vite passé à la fin de la saison des planètes. J'ai recommencé un peu après. Ça c'est deux images de Jupiter que j'ai pu avoir au mois d'octobre. On a eu quelques belles nuits. Alors, le problème à ce moment-là, c'est qu'on voit pas mal. Le problème, c'est que j'avais pas la bonne caméra à ce moment-là et que j'avais pas encore assez d'images par seconde. Donc, les résultats sont corrects. On voit pas mal de choses et j'étais très content. Mais c'est vrai qu'on peut encore faire beaucoup mieux avec un séance de pluie. Puis la saison a repris au mois de juin. J'ai un petit peu illustré par un petit quartier de lune que j'ai pris là. Et puis, même pas un quartier, un fin croissant de lune. Elle a commencé par une petite Saturne. Mais la Saturne, là, on démarre, on a oublié le moteur prend du temps à chauffer, on a oublié les réflexes. J'ai pas fait de PSF ce jour-là, je me suis planté dans mes réglages, mais j'ai quand même une photo de Saturne, j'étais content. Toujours dit que j'ai essayé de m'améliorer la fois suivante. Ici, voilà, en gros, à quoi ressemble une vidéo de Saturne quand on l'observe. Non seulement les petits tremblements dus au vent, etc., mais vous voyez que les anneaux, on a l'impression qu'ils se dédoublent. C'est la turbulence. Et malgré tout, on arrive à avoir une image qui ressemble à celle de gauche, ce qui est quand même pas mal. Ici, à chaque fois vous avez la date ici, on est au mois de juillet. J'ai réussi à voir l'ombre d'un satellite, on le voit se balader ici. C'est l'addition de quelques vidéos dans lesquelles j'ai augmenté le traitement pour pouvoir voir ça. Donc c'est des petites choses assez sympathiques qui peuvent arriver. Chose que vous remarquez, c'est que Saturne, cette année, a les anneaux très très inclinés. L'année prochaine, ils seront encore plus. Ils vont être carrément, on va être dans le plan des anneaux, on va plus les voir. Mais on voit qu'au fur et à mesure des jours, en fait, on arrive. La Terre était dans un angle où
elle voyait Saturne telle qu'elle le sera pour le Soleil plus tard. Et donc, là, on voyait Saturne comme le Soleil le verra dans quelques mois, bientôt. Et donc, au fur et à mesure, on va voir que les anneaux s'ouvrent. Alors qu'en fait, par rapport au Soleil, ils continuent à se fermer. Alors, ce que vous remarquez aussi, juste une chose, c'est l'ombre ici du globe sur les anneaux. Vous allez voir qu'au fur et à mesure où on approche de l'opposition, ça va diminuer. Ça, c'était le 29 du 7. Première Saturne où j'étais commencé à être un peu content, même moins que la suivante quand même, ou moins que celle encore après. Donc au fur et à mesure, on voit que non seulement Saturne se rapproche, mais la technique s'améliore. On commence à avoir d'autres habitudes de traitement, etc. Ce jour-là, j'avais laissé, c'était le 10 août, la nuit était bonne, la journée s'annonçait bonne, j'ai laissé le télescope sur ma terrasse parce qu'il faut savoir que tous les jours, enfin tous les soirs, je le monte, tous les matins, je le démonte. J'ai décidé de le laisser en me disant je vais profiter du bon réglage et peut-être que je pourrais observer demain soir. Je ne pouvais pas observer le lendemain soir, mais j'ai pu observer le soleil. Et j'ai fait une image de la fameuse tache solaire qui a créé les aurores boréales du 12 août, en fait. Le solaire, vous voyez, c'est assez particulier pour faire le soleil lunaire, c'est à peu près la même chose. Le problème, c'est qu'on doit avoir de la netteté sur une grande surface. On n'y arrive jamais. Donc il faut essayer pour le solaire typiquement de faire ça le matin où l'air est plus calme. En plus, il faut idéalement avoir un échantillonnage plus petit. Moi, j'étais dans mon réglage pour le planétaire, je n'ai pas changé ça. Pourquoi échantillonner plus petit? Parce que grâce à ça, on va pouvoir aller plus rapidement dans les temps de pause et donc figer plus les mouvements. Et donc avoir aussi moins de bruit, parce que là, j'ai quand même pas mal de bruit. Il faut savoir aussi qu'au lieu d'additionner 10 000 images, comme je fais pour une image finale de Saturne ou de Jupiter, il y en a peut-être une centaine qui sont additionnées ici. C'est vraiment, les règles d'addition sont très différentes. Et en plus, je ne l'ai pas fait en couleur, j'ai juste conservé la couche rouge de ma caméra couleur, parce que le rouge est moins perturbé par les turbulences. Là, c'est la meilleure Saturne que j'ai pu avoir, c'était la nuit du 16 août, et j'ai pu avoir aussi Jupiter et Mars, et Uranus et Neptune. C'était une nuit productive, on va dire. Jupiter était encore loin. Voilà en gros chaque petite vidéo correspondante aux images en question. Là aussi, c'est la même vidéo de Saturne, je vais la passer un peu. Les jours comme le 28, par exemple, le ciel était moins bon, j'étais un peu moins satisfait. Donc je me suis dit, bon, on va en profiter pour faire des photos de famille, alors à ce moment-là. Pardon? Pardon. On fait les petites photos de famille. Donc là, on voit les différents satellites, certains satellites de Saturne et de Jupiter aussi. Les satellites de Saturne, pour les faire apparaître, en fait, ils n'apparaissent pas naturellement en traitement. Il faut retraiter par-dessus et sans traiter la planète. Ici, on a le 28 du 8. J'étais en train de faire Jupiter. Bon, c'était pas encore ça. Je trouvais que le ciel n'était pas extraordinaire. En tout cas, la visibilité fine n'était pas extraordinaire. Mais à un moment donné, le ciel s'est stabilisé complètement. Et là, je me suis dit, ah, c'est peut-être le bon moment pour se tourner vers la Lune. Et donc, j'ai imagé ici le Copernic. Et puis, j'ai fait un grand champ. Et ma foi, ça donnait pas trop mal. On a ici le golfe des Iris. C'était beaucoup mieux que ce que j'avais eu précédemment, en tout cas. Mais ça, c'est typiquement grâce à une bonne turbulence. Ici, encore une autre photo du golfe des Iris. Et plus bas, au pôle sud, près du pôle sud, où il y a beaucoup plus de cratères. Et là, on voit le fameux cratère Schiller, hein, qui est un double cratère, en fait. C'est un double cratère dont le fond est rempli de lave. Ici, j'étais à l'opposition. 29 heures avant l'opposition de Saturne. Je rappelle, l'opposition, c'est quand la planète est à l'opposé du Soleil. Donc nous, on est là, et le Soleil est derrière nous, en pleine nuit, et la planète est juste en face. On a plusieurs choses à remarquer quand on est près de l'opposition comme ça. D'une part, c'est qu'on ne voit plus d'ombre. Vous voyez, là, il est fatalement logique, puisqu'elle est éclairée de face. Mais surtout et aussi, on a des anneaux très très blancs. En fait, les anneaux, c'est ce qu'on appelle l'effet d'opposition. Les anneaux, c'est des petits morceaux de cailloux avec de la glace, etc., beaucoup de glace, avec des aspérités, donc. Et si on les voit s'ils sont éclairés sous un certain angle, on voit de l'ombre.
quand ils sont éclairés de face, il n'y a plus aucune ombre portée. C'est un peu comme la pleine lune. La pleine lune, elle est 12 fois plus lumineuse qu'un quartier de lune. Pourtant, un quartier de lune, c'est la moitié de lune qui est éclairée. On pourrait se dire que c'est 2 fois plus lumineux. Mais non, on n'a plus aucune ombre à la pleine lune. Et là, on augmente vraiment la luminosité. Et donc là, j'ai pu faire ces 4 petites photos-là. Quand on les combine ici, on voit non seulement qu'on se rapproche de Saturne, mais en plus, on voit l'ombre ici qui disparaît au fur et à mesure. Là, le 15 du 9, encore une autre image de Jupiter. Ici, j'aimais bien cette photo-là de Saturne parce qu'on voyait que les anneaux s'ouvraient de plus en plus encore. On voit certains détails, mais la nuit n'était pas bonne et j'arrive pas à capter beaucoup de signal. Dans ce cas-là, je dois être très sélectif. Je sélectionne peut-être 5-10% des images et on n'arrive pas à traiter ça comme on le voudrait. Cette nuit-là, j'ai fait aussi un petit tour sur la Lune, mais très très rapide. Et donc voilà, ça a donné ce genre de choses sur le cratère Janssen, par exemple. J'ai pas fait Jupiter parce que ce jour-là, j'ai pris la route à 2h30 du matin pour aller chez un ami qui habite à Aubel, Olivier Meckers, qui a d'ailleurs posté une super photo aujourd'hui, qui a un télescope extraordinaire et je vous le montrerai après. Encore d'autres photos ici, faites un peu plus tard. Vous voyez, ça c'est des nuits, c'est des images mis bout à bout d'une nuit où on se dit, après 6 heures d'observation, on n'a rien de bon. L'atmosphère était abominable, on a parfois des augmentations, des améliorations, et puis finalement on arrive à avoir quand même quelques petits détails. Celle-là n'était pas trop mal. Ceux qui sont plus ou moins en face, si vous arrivez à loucher sur l'image, elle est en 3D. Donc vu qu'elles sont prises à 14 minutes d'intervalle, on arrive en superposant les deux images à voir un effet de relief. Mais il faut être plus ou moins dans l'axe. Là, c'est quand je suis passé en caméra monochrome. J'ai fait quelques tests. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a tout de suite plus de signal. En revanche, je suis en infrarouge ici. Vous voyez, la division de Cassini, elle est beaucoup moins définie qu'en couleur. Et là, j'ai commencé à faire du monochrome sur Jupiter. Je suis repassé à la couleur parce que je voulais faire le transit du satellite Io en face de la planète. Le transit, donc c'est pas seulement l'ombre, mais carrément le satellite qui passe devant. C'est intéressant parce que quand il est devant, on arrive à avoir un peu plus de détails. Quand il est sur un fond noir, les détails sont un peu détruits à cause de les effets de déconvolution. Quand on a un fort contraste entre du clair et du foncé, souvent c'est pas génial. Mais ça donne bien. Donc ça, c'est toutes les images de la nuit. Et ça, malheureusement, la nuit n'était pas extraordinaire, mais j'ai quand même réussi à avoir quelques petites images assez sympathiques. Ce que vous voyez ici, autour de l'ombre, ça c'est l'ombre hein, de Io, évidemment, qui se projette sur la planète. Vous voyez un petit cercle rougeâtre autour, c'est la pénombre en fait. C'est simplement la pénombre. Donc une zone intermédiaire entre la clarté complète et l'ombre, où le soleil est partiellement caché par le satellite. Une autre 3D, si vous voulez vous amuser. L'avantage de celle-là, c'est qu'en plus de montrer un volume, ça montre aussi que l'effet de distance avec le satellite Io. Je ne sais pas si certains le voient ou pas. Il faut loucher dessus, c'est pas évident. Je pourrais le remontrer après si vous voulez. Et ça, c'était la meilleure nuit. Heureusement, on est quelques-uns à faire Oui, j'ai failli la louper. Je raconte vite l'anecdote. Hein. C'est juste, Olivier Meckers était en train d'observer. Il faut que tu observes. J'ai dit, écoute, j'ai vu que ça allait être bon. J'ai sorti le télescope. Il était sur la terrasse. Non, le tube était sur la table. Il fallait encore monter tout. Au cas où. Mais quelqu'un avait décidé de faire une fondue savoyarde. Donc, j'ai mangé une fondue savoyarde. Et après une fondue savoyarde, souvent, on n'a plus envie de se lever. Et il a tellement insisté que j'ai dit, ça va, j'y fais. Et puis, en fait, lui est allé dormir, moi pas. Et il m'en a voulu le lendemain matin parce que j'ai eu une très très bonne nuit, justement celle-là. En fait, à 1h du matin, il y avait cette situation-là où on voyait quand même déjà pas mal. Lui, il a photographié jusqu'à la sortie de Io, donc l'immersion d'Io derrière le globe. Ici, c'est Ganymède. Ganymède va se rapprocher et Io va s'éloigner. En fait, elle est derrière Jupiter. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'assez rapidement, les détails disparaissent parce que la nuit était assez voilée. Et je savais qu'il y allait avoir des passages nuageux. Comme je le savais grâce aux applications que je vous ai montrées au début, je n'ai pas tout remballé. J'ai attendu. Pourquoi? Parce que là, je me disais, il y a quelque chose, il y a du beau détail qui se cache là. Je vais attendre qu'il y ait un passage dégagé qui doit arriver 4 heures après.
Donc j'ai continué à observer. Vous voyez que les images se dégradent beaucoup, beaucoup, et que l'ombre de Ganymède arrive tout doucement. 4h29, ça commence à être bon. Qu'est-ce que je fais? Je vois que ça va commencer à se dégager, mais c'est toujours pas très très bon. Je me déplace vers une étoile pour refaire une PSF pour être certain que j'ai une étoile de référence correcte. Et là, à 5h20, bingo, là on a vraiment un très très beau ciel. Et j'ai pu avoir ce beau ciel-là pendant 35 minutes maximum. Et après, des petites nébulosités ont fait que ça s'est dégradé assez rapidement. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait principalement, c'est le transit de Ganymède. Je voulais attendre qu'il passe devant à 6h50. À 6h55, on était proche et le brouillard arrive. Il est temps de tout remballer. Donc voilà, c'est satisfaction et frustration à la fois. C'est une nuit complète. Ici, voilà toutes les images de la nuit en question. Vous voyez qu'il y a du pire au meilleur, en fait. Jusqu'à la fin. Non, il ne touchera pas le globe, dommage. Non, il revient en arrière. Enfin, il ne revient pas en arrière, c'est mon film qui revient en arrière, je vous rassure. Mais on voit vraiment très très peu de bonnes images. Et puis après, les mêmes réglages. C'est les mêmes réglages et vous voyez à quel point ça peut varier d'un moment à l'autre. Ici, deux des meilleures images. Et ça, c'est la combinaison de 3 images que j'ai pu faire du début dans lequel on avait Ganymède et Io. J'ai repris d'autres images encore pour raffiner les détails, pour les additionner, augmenter le rapport signal-bruit pour avoir encore plus de détails. Certaines images, il n'y avait pas les satellites, mais c'est pas grave, j'ai pu combiner quand même le tout. Et pour avoir celle-ci qui est la mieux définie pour l'instant. Et si vous connaissez un peu Jean-Paul Auger et ces magnifiques photos qu'il fait, il en a fait le lendemain, parce que lui, ce jour-là, il bossait, il est gendarme. Donc, comme Pierre Ponsard, il travaillait ce jour-là, il ne pouvait pas observer. Mais il a observé le lendemain quand même, avec une photo extraordinaire. Et en fait, je l'ai comparé avec la sienne. Moi, évidemment, ce qu'on voit, la sienne, elle est beaucoup plus grosse. Elle est beaucoup plus grosse parce que son télescope est plus gros. Son rapport focal diamètre est le même, mais sa focale est plus grande, donc son image est plus grande. Mais si on les remet à l'échelle, en fait, ça se vaut plus ou moins. Ça veut dire que lui, en fait, il a effectivement un diamètre plus grand, il a un excellent réglage, mais son ciel n'a pas permis d'avoir plus de détails, tout simplement. L'avantage qu'il a, c'est qu'il accumule plus de signal, parce qu'il a son plus gros diamètre. Même s'il n'arrive pas à aller dans ces détails-là, finalement, chaque détail qu'il peut avoir est pris par plus de lumière. Et puis, quelques jours après, il nous a fait ça, ça a mis tout le monde d'accord, évidemment. Là, il est meilleur. Quoique, il y a peut-être un qui arrive à son niveau aussi. Le fameux 20 septembre, en fait, c'est Olivier Makers qui m'invite à passer chez lui. Il faut savoir qu'il a un télescope de type Maksutov casse-grain et pas n'importe lequel, de la marque Tech. Il y en a eu que 4 de fabriqués dans le monde. C'est pas que c'est juste que ça coûtait trop cher à faire, en fait. Donc, ils ont arrêté la production. L'avantage de ce télescope-là, c'est qu'il a une qualité optique, un maintien de l'aliment, une qualité de l'optique qui est là, plus un contraste très élevé. Bon, rappelez-vous le contraste. Si j'avais eu mon cheveu qui est blond, vous l'auriez peut-être pas vu. Mais il est bien noir, on l'a bien vu. Mais le contraste, c'est important pour voir les détails. Et donc, on a fait cette image-là de Jupiter. C'était au mois de septembre, elle était beaucoup plus éloignée que celle du mois de novembre, que celle que j'ai faite. Donc, la résolution est quand même bien meilleure ici. Et vous voyez que le contraste apparaît beaucoup, avec pas mal de détails à ce niveau-là. On a ici la pénombre, l'ombre et la pénombre de Ganymède aussi qui se trouvent là-bas. On a refait une semaine après Saturne avec des meilleurs résultats évidemment. On voit beaucoup plus de détails dans les strates des couches atmosphériques. C'est le contraste et le signal qu'il a chez lui qui est vraiment très très bon. Il avait un très bon ciel ce jour-là. On remarque ici, vous voyez, une petite cassure là. C'est la collimation. Elle n'était pas parfaite. On a dû la refaire. Et après, il l'a refaite et elle est corrigée maintenant. Mais c'était une nuit très compliquée. Il était jaloux. Il était jaloux, en fait. Il voulait absolument être à la conférence. Et hier soir, il a sorti son télescope et il a fait un carton plein. Il a eu, pour moi, c'est clairement la meilleure prise du sol belge. Cette année, c'est clair.
et peut-être bien du sol européen, parce qu'en fait, donc, déjà, on remarquera ici, pour votre info, ici, vous voyez, c'est une tempête qui est apparue dans la bande équatoriale sud de Jupiter. Elle est apparue il y a à peine un mois. Et elle commence à s'étendre à toute la bande. On peut vraiment suivre de jour en jour les événements atmosphériques, ainsi que la fonte des glaces sur Mars, etc. C'est assez impressionnant. Je l'ai comparé à la photo de Jean-Paul Auger juste avant, la meilleure de Jean-Paul Auger. Bah, en fait, il est bon, hein, je crois. Il est pas mal en termes de résolution. Il y a peut-être un peu plus de bruit, etc. Mais en termes de résolution, on est vraiment pas mal du tout. C'est à 300 mm. Ici, on est à 400 mm. La qualité du ciel est importante. Il n'y a pas que il y a la qualité de l'optique aussi. Avec un 300 mm acheté sur le bon coin, ça va peut-être pas le faire non plus. Avec Adopson, ça n'ira pas jusqu'à ce niveau-là non plus. Mais en tout cas, c'est pas trop mal. Ben voilà, je tenais à vous remercier, à faire quelques petits merci quand même à Olivier Meckers et Jean-Paul Auger, entre autres, pour leur petite discussion sur l'astro et pas que. À Jean-Luc d'Auvergne aussi, qui m'a beaucoup aidé à partager beaucoup de choses. Pierre Vadneven, hein, de la société ici, qui m'a permis de partager des photos. Quentin Ginet aussi, qui est situé à La Réunion, qui fait de très très belles photos. Thierry Legault, Christophe Pellier. Merci à vous, Société Atomique de Liège, hein, quand même. Puis merci à Cléo, sans qui ce ne serait pas possible. Voilà. C'est vraiment une conférence époustouflante et probablement une des meilleures qu'on ait eues à notre auditoire depuis pas mal d'années déjà.